Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle signait son nom sur le certificat de mariage. Elle ne regardait pas l'homme debout à côté d'elle. Elle ne le pouvait pas. Il y a 20 minutes, elle était une étrangère pour Samuel Garrett. Maintenant, elle était sa femme. L'encre était encore humide lorsque les portes de l'église s'ouvrirent à la volée. Une femme en soie se tenait là, sa voix tranchant le silence. Tu l'as épousée, une blanchisseuse? La gorge de Clara se serra, mais elle ne pleura pas. Elle avait oublié comment faire. Si vous voulez voir comment un choix désespéré est devenu la plus grande histoire d'amour du territoire du Wyoming, abonnez-vous maintenant et commentez votre ville ci-dessous. Voyons jusqu'où ira le voyage de Clara. Le jour où Clara May Thornton décida de vendre son avenir commença par un cri. Pas le sien, celui de sa sœur. Clara lâcha le seau de lavage et courut. L'eau éclaboussa les marches de la pension, trempant ses bottes usées, mais elle ne le remarqua pas. Elle monta les escaliers 4 à 4, son cœur cognant contre ses côtes. Maggie. Elle fit éruption dans leur petite chambre. Sa sœur de 17 ans était assise au bord du lit étroit, serrant une lettre, le visage blanc comme un os. Il nous a trouvés. La voix de Maggie se brisa. Clara, il nous a trouvés. Clara arracha la lettre. L'écriture était soignée, formelle, et elle lui glaça le sang. Mademoiselle Margaret Thornton est par la présente ordonnée de retourner sous la garde de M. Roland Whitmore de Saint-Louis, Missouri. Son tuteur légal, tel que désigné par le testament de feu, le juge Thornton. Le non-respect de cet ordre entraînera un retour forcé. Clara l'a lu 2 fois, 3 fois. Les mots ne changèrent pas. Je ne retournerai pas là-bas. Maggie attrapa le bras de Clara, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Clara, je ne le ferai pas. Tu sais ce qu'il a fait. Tu sais, Clara savait. Elle avait vu les bleus que leur oncle laissait sur les bras de Maggie. Elle avait entendu la façon dont il lui parlait, dont il la regardait. C'est pour ça qu'elles s'étaient enfuies il y a 6 mois. C'est pour ça qu'elles avaient atterri à Cedar Crossing, dans le territoire du Wyoming, avec rien d'autre que les vêtements sur leur dos et la capacité de Clara à frotter la saleté des autres. Tu ne vas nulle part. Clara plia la lettre et la fourra dans sa poche. Je vais arranger ça. Comment? Les yeux de Maggie étaient rouges, désespérés. Il a des avocats. Il a de l'argent. Nous n'avons rien. Clara ne répondit pas, car Maggie avait raison. Elles n'avaient rien. Elle trouva Mme Patterson dans la cuisine de la pension, les coudes plongés dans la pâte à pain. La femme plus âgée leva les yeux, jeta un coup d'œil au visage de Clara et essuya ses mains sur son tablier. Que s'est-il passé? Clara lui raconta chaque mot. Quand elle eut fini, Mme Patterson resta silencieuse un long moment. Il n'y a qu'un seul moyen de briser une demande de tutelle, dit-elle enfin. Maggie doit être sous la protection légale de quelqu'un d'autre. Un mari où elle fit une pause. Ou une sœur mariée dont le mari est prêt à prendre la responsabilité. Clara la fixa. Je ne suis pas mariée, je sais. Les yeux de Mme Patterson contenaient quelque chose que Clara ne pouvait pas lire. Mais il y a un homme qui cherche une femme. Samuel Garrett possède le ranch là-haut dans la vallée. Son contremaître était en ville hier pour demander si une femme respectable pourrait être intéressée par un arrangement pratique. Un arrangement pratique, Clara répéta platement. Sa fille a besoin d'une mère. Il a besoin de quelqu'un pour gérer sa maison. Ce ne serait pas un mariage d'amour, mais ce serait légal. Et légal est ce dont vous avez besoin en ce moment. L'estomac de Clara se retourna. Épouser un étranger, renoncer à toute chance de choisir sa propre vie, devenir la solution pratique d'un éleveur. Mais ensuite, elle pensa au visage de Maggie, à la peur dans ses yeux, au bleu qui avait mis des semaines à s'estomper. Où puis-je le trouver? Samuel Garrett n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Clara avait imaginé un vieil homme marqué par le temps, peut-être veuf 2 fois, assez désespéré pour faire de la publicité pour une femme comme s'il vendait du bétail. Au lieu de cela, l'homme qui se tenait devant le magasin général avait peut-être 35 ans. Grand et large d'épaules, avec des cheveux foncés touchés de gris aux tempes et des yeux couleur de ciel d'hiver. Il parlait à son contremaître quand Clara s'approcha. Elle entendit la fin de leur conversation. La cargaison arrive jeudi. Assurez-vous que les hommes le sachent. Oui, monsieur. Le contremaître souleva son chapeau vers Clara en passant. Samuel Garrett se tourna et son regard la balaya une fois. Rapide, évaluateur. Elle le sentit comme une chose physique.
Monsieur Garrett, c'est exact. Mon nom est Clara Thornton. J'ai entendu dire que vous cherchiez une femme. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la surprise peut-être, ou de l'inconfort. Il retira son chapeau, le tint contre sa poitrine. Madame, j'apprécie que vous soyez directe, mais ce n'est pas l'endroit pour... Je n'ai pas le temps pour les endroits appropriés, Monsieur Garrett. Clara s'approcha, gardant sa voix basse. J'ai une sœur qui sera ramenée de force à un homme qui lui fait du mal, à moins que je ne puisse la mettre sous protection légale. Votre protection légale si vous m'épousez. On m'a dit que vous aviez besoin d'une mère pour votre fille et de quelqu'un pour gérer votre maison. Je peux faire les deux. Je gère des maisons depuis que j'ai 14 ans. Je sais cuisiner, nettoyer, tenir les comptes et gérer les hommes difficiles. Elle croisa son regard. Je ne demande pas l'amour, je demande un marché. Garrett la fixa. Pendant un long moment, il ne parla pas. Puis, quel âge a votre sœur? 17 ans. Et l'homme qui la veut? Notre oncle, Roland Whitmore. Il a de l'argent, des avocats et l'ordre d'un juge. La mâchoire de Garrett se serra. Quelque chose de sombre traversa son expression. Vous épouseriez un étranger pour la protéger. Je ferais pire que ça. Un autre silence témoignait. Le cœur de Clara battait la chamade. Elle avait tout dévoilé et maintenant cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré tenait le sort de sa sœur entre ses mains. Finalement, Garrett remit son chapeau. Le nom de ma fille est Lily. Elle a 6 ans. Sa mère est morte en la mettant au monde et je l'élève seule depuis. Elle est timide, effrayée par la plupart des gens. Si vous venez chez moi, vous la traiterez avec douceur. Vous n'élèverez pas la voix. Vous ne ferez pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Ses yeux se verrouillèrent sur les siens. Pouvez-vous faire cela? Clara pensa à Maggie à 6 ans, effrayée par la colère de leur père, se cachant derrière les jupes de Clara. Oui. Alors, nous avons un marché, mademoiselle Thornton. Il tendit la main. J'aurai le prédicateur prêt pour midi demain. Sincèrement, amenez votre sœur, elle sera en sécurité. Clara serra sa main. Sa poigne était ferme, cailleuse, chaude. Merci, chuchota-t-elle. Il hocha la tête une fois. Ne me remerciez pas encore. Vous n'avez pas vu le ranch. Le mariage ne ressemblait en rien à ce que Clara avait imaginé étant petite. Pas de robe blanche, pas de fleurs, pas de famille pleurant des larmes de joie sur les bancs. Juste Clara dans sa robe en calicot la plus propre, Maggie serrant sa main et Samuel Garrett se tenant raide comme un piquet de clôture devant l'autel. Le prédicateur lut les mots. Clara les répéta. Sa voix ne trembla pas et elle en était fière. Je vous déclare maintenant mari et femme. C'était fait. Elle était Madame Samuel Garrett, une femme mariée et protégée par la loi. Maggie était en sécurité. Clara sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, juste un peu. La première respiration qu'elle prenait depuis des mois qui ne faisait pas mal. Puis les portes de l'église s'ouvrirent violemment. Une femme se tenait dans l'entrée. Elle était belle de la façon dont les choses chères sont belles. Une robe de soie couleur de vin, des cheveux parfaitement épinglés, un visage arrangé dans une expression d'horreur polie. Samuel. La voix de la femme porta comme une cloche. S'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte de blague. L'expression de Garrett ne changea pas, mais Clara vit ses épaules se tendre. Victoria, tu l'as épousée? Victoria s'avança, ses jupes bruissant, ses yeux parcourant Clara, dédaigneux, cruel. Une blanchisseuse. C'est ce que tu as choisi pour Lily. Ce ne sont pas tes affaires. Lily est l'enfant de ma cousine. Cela fait d'elle mon affaire. Le regard de Victoria claqua vers Clara. T'a-t-il parlé du domaine, des 3 ranchs, des contrats ferroviaires? Un sourire froid. Ou t'a-t-il juste laissé penser qu'il était un pauvre veuf assez désespéré pour prendre tout ce qui passait la porte? L'estomac de Clara tomba. 3 ranchs, des contrats ferroviaires, un domaine. Elle regarda Garrett. Sa mâchoire était serrée, ses yeux fixés sur Victoria. C'est assez, dit-il calmement. Est-ce le cas? Victoria ria. Elle ne sait pas, n'est-ce pas? Elle n'a aucune idée de ce dans quoi elle vient de se marier. C'est parfait, absolument parfait. Elle se tourna vers Clara, son sourire s'aiguisant. Profites-en tant que tu peux, ma chère. La société te mangera toute crue. Et quand elle le fera, je serai là pour ramasser les morceaux. Lily rentrera à la maison avec moi, là où est sa place. Lily a sa place avec son père. La voix de Clara la surprit d'elle-même. Stable, dur. Et je me fiche des domaines ou des contrats ferroviaires. Je me soucie de garder ma famille en sécurité.
Si vous avez un problème avec ça, madame, je vous suggère d'en parler à quelqu'un qui en a quelque chose à faire. L'église devint silencieuse. Le sourire de Victoria se figea. Pendant un moment, quelque chose de laid vacilla dans ses yeux. Le choc, peut-être, ou les premiers remous d'une haine véritable. Nous verrons, dit-elle doucement. Nous verrons combien de temps ce feu durera. Elle se tourna et sortit. Ses talons claquaient contre le plancher en bois, comme des coupes de feu. Maggie laissa échapper un souffle. Clara. Pas maintenant. Clara se tourna vers Garrett. Son cœur battait la chamade, mais elle garda sa voix égale. 3 ranchs. Il croisa son regard. 4 en fait, et une exploitation forestière. Vous m'avez laissé penser que vous étiez un simple éleveur. Je suis un éleveur. Le reste n'est que complication. Clara le fixa. Cet homme qu'elle venait d'épouser. Cet étranger qui avait caché une fortune derrière des mains, usées par le travail et un manteau de laine ordinaire. Que ne m'avez-vous pas dit d'autre? Garrett resta silencieux un moment. Puis, plein de choses. Mais je vais vous dire ceci, Madame Garrett. Je ne l'ai pas caché pour vous piéger. Je l'ai caché parce que je voulais quelqu'un qui épouserait l'homme, par l'argent. Ses yeux cherchèrent les siens. J'imagine que vous comprenez quelque chose à ce sujet. Clara comprenait. Que Dieu l'aide, elle comprenait. Bien, dit-elle. Mais plus de surprise, si nous faisons cela, nous le faisons honnêtement. C'est juste, il offrit son bras. Après un moment, Clara le prit. Ils sortirent de l'église ensemble sous le soleil éclatant du Wyoming. Et Clara essaya de ne pas penser au fait que toute sa vie venait de changer d'une manière qu'elle ne pouvait commencer à comprendre. Le trajet jusqu'au ranch prit 3 heures. Garrett conduisait le chariot lui-même. Maggie était assise à l'arrière avec sa seule malle d'affaires, tandis que Clara était assise à côté de son nouveau mari, regardant le paysage se dérouler. Le Wyoming ne ressemblait en rien au Kansas. L'herbe ici était plus verte, les montagnes s'élevant au loin comme des géants endormis. Des fleurs sauvages parsemaient les prairies, violettes, jaunes et blanches, et l'air sentait le propre, vif, vivant. Clara voulait poser des questions sur les ranchs, sur Victoria, sur la raison pour laquelle un homme riche vivrait comme un simple ouvrier et ferait de la publicité pour une femme par l'intermédiaire de son contremaître. Mais Garrett parla le premier. « Lily ne sait pas que vous venez. » Clara se tourna. « Quoi? Je voulais attendre, m'assurer que les choses s'arrangeraient. » Il garda les yeux sur les chevaux. Elle a vu des gens aller et venir, des gouvernantes surtout. Elles ne restent jamais. Elle a appris à ne pas s'attacher. La poitrine de Clara se serra. Depuis combien de temps sa mère est-elle morte? 600. Lily ne l'a jamais connue. Une pause. Elle pose des questions sur elle parfois. Je ne sais jamais quoi dire. Clara réfléchit à cela. Une petite fille grandissant sans mère, avec un père qui ne trouvait pas les mots pour expliquer la mort, la perte et l'injustice de tout cela. Je ne la quitterai pas, dit Clara doucement. Quoi qu'il arrive entre nous, je ne quitterai pas cet enfant. Garrett la regarda alors, la regarda vraiment. Quelque chose changea dans son expression. Pas exactement de la chaleur, mais quelque chose de proche. Je vous crois, dit-il. Ils passèrent une crête et Clara le vit. Le ranch s'étendait à travers la vallée comme quelque chose sorti d'une peinture. Pas la ferme d'un pauvre homme, un véritable domaine. La maison principale était massive, construite en bois et en pierre, avec un large porche qui s'enroulait sur 3 côtés. Au-delà se dressaient des granges, des écuries, des dortoirs et des pâturages clôturés où le bétail broutait dans la chaleur de l'été. Clara cessa de respirer. « C'est votre maison? »« Notre maison, corrigea Garrett. La vôtre maintenant aussi. » Maggie se pencha depuis l'arrière du chariot. « Clara, c'est... Je sais. » L'esprit de Clara s'emballa. Elle s'était préparée à un travail dur, à l'isolement, à une petite cabane où elle cuisinerait et nettoierait pour gagner sa vie. Au lieu de cela, elle regardait plus de richesses qu'elle n'en avait jamais imaginées, et elle s'y était mariée, portant une robe rapiécée et des bottes d'occasion. « Les ouvriers savent que vous venez, dit Garrett. J'ai dit à Hank, mon contremaître, hier. Il aura passé le mot. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement? Que j'avais trouvé une femme qu'elle devait être traitée avec respect. Sa voix se durcit légèrement. Quiconque ne le fera pas aura affaire à moi. Clara hocha lentement la tête. Elle avait eu affaire à des hommes qui ne respectaient pas les femmes. Elle pouvait gérer des ouvriers de ranch. C'était de Victoria Ashworth qu'elle s'inquiétait.
Ils s'arrêtèrent devant la maison principale et Clara descendit avant que Garrett ne puisse l'aider. Elle avait besoin de se tenir sur ses propres pieds, besoin de sentir le sol solide sous elle. La porte d'entrée s'ouvrit. Un petit visage apparut dans l'entrebâillement. Des cheveux blonds, des yeux gris, une peau pâle. L'enfant regarda Clara comme si elle était un animal sauvage qui pourrait mordre. Garrett s'accroupit, sa voix devenant douce d'une manière que Clara n'avait pas entendue auparavant. « Lily, viens dire bonjour. » La fille ne bougea pas. Le cœur de Clara se serra. Elle reconnut de ce regard la lassitude d'un enfant qui avait appris que de nouvelles personnes signifiaient une nouvelle douleur. Lentement, Clara s'agenouilla aussi. Elle ne s'approcha pas, ne tendit pas la main, resta juste là où elle était, se faisant petite, non menaçante. « Bonjour Lily, je m'appelle Clara. Je ne vais pas te faire de mal. Je ne vais pas t'obliger à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire. » Elle garda sa voix douce, stable. « Je sais que tu ne me connais pas encore. » « C'est d'accord. Nous pouvons prendre notre temps. » Les yeux de Lily filèrent vers son père, puis revinrent vers Clara. « Vas-tu être ma nouvelle mère? » La question frappa Clara comme un coup physique. Elle entendit la forte inspiration de Maggie derrière elle. « Je vais être la femme de ton père, » dit Clara avec précaution. « Ce que cela signifie pour toi et moi, c'est quelque chose que nous allons découvrir ensemble. Pas de précipitation, pas de pression, juste toi et moi apprenant à nous connaître. Qu'est-ce que tu en dis? » Lily considéra cela. Son petit visage était sérieux, passif. « D'accord, dit-elle enfin, mais je n'aime pas les câlins des étrangers. Alors je ne te ferai pas de câlin tant que tu ne me le demanderas pas. » Quelque chose vacilla dans l'expression de Lily. Pas tout à fait de la confiance, mais peut-être le premier pas vers elle. « Marché conclu, » dit la petite fille. Clara sourit. C'était le premier vrai sourire qu'elle ressentait depuis des mois. Marché conclu. Cette nuit-là, Clara se tenait sur le porche de sa nouvelle maison, regardant les étoiles apparaître une à une au-dessus de la vallée. À l'intérieur, Maggie s'installait dans une chambre 3 fois plus grande que celle qu'elles avaient partagée à la pension. Lily était allée se coucher après un souper silencieux, regardant Clara tout le temps avec ses yeux gris prudents. Garrett s'était retiré dans son bureau, laissant Clara seule avec ses pensées. Elle était une femme mariée maintenant, maîtresse d'un domaine dont elle ignorait l'existence il y a 12 heures, responsable d'un enfant qui n'avait jamais eu de mère et d'une sœur qui avait failli être ramenée en enfer. Et quelque part là-bas, Victoria Ashworth planifiait Dieu sait quoi. Clara agrippa la rambarde du porche. Elle était venue ici pour survivre, pour protéger Maggie, pour trouver la sécurité dans un arrangement pratique et sans amour. Mais debout ici, regardant les montagnes s'élever sombres contre les étoiles, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. De l'espoir. Pas pour l'amour. Elle n'était pas assez folle pour ça, mais pour quelque chose. Une vie qui signifiait plus que la survie. Un endroit où elle pourrait construire au lieu de simplement endurer. La porte s'ouvrit derrière elle. Madame Garrett. Elle se tourna. Garrett se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage à moitié dans l'ombre de la lampe. Juste Clara, c'est très bien. Il hocha la tête, fit un pas sur le porche. Pendant un moment, ils se tinrent côte à côte en silence, deux étrangers liés par la loi et les circonstances. « Vous vous êtes bien débrouillé avec Lily, » dit-il enfin. « Mieux que quiconque. Elle a peur. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui la pousse. Elle a besoin de quelqu'un de patient. Et vous êtes patiente. » Clara pensa aux années qu'elle avait passées à élever ses frères et sœurs, aux nuits où elle était restée éveillée pour qu'ils n'aient pas à entendre les rages de leur père, aux fois où elle avait eu faim pour qu'ils puissent manger, quand c'est important. Garrett resta silencieux. Puis, Victoria reviendra. Elle a des relations, des politiciens, des avocats, des gens qui doivent des faveurs à sa famille. Elle essaiera de faire contester notre mariage, essaiera de prouver que vous êtes inapte. Quel essai? Ce ne sera pas facile. Clara se tourna pour lui faire face. Dans l'obscurité, ses yeux étaient illisibles. « Monsieur Garrett, Samuel, j'ai survécu à des choses qui briseraient la plupart des gens. Je me bats pour ma famille chaque jour depuis que j'ai 14 ans. Victoria Ashworth, dans sa robe de soie et ses relations chics, ne me fait pas peur. » Elle soutint son regard. « La seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est si vous vous tiendrez avec moi quand le combat viendra. » Une longue pause. Le vent remua l'herbe, portant l'odeur de l'été et des fleurs sauvages. « Je me tiendrai avec vous, dit-il. Vous avez ma parole. »
Alors tout ira bien. Elle se tourna vers les étoiles. Après un moment, elle le sentit se rapprocher, sans la toucher, mais présent. Une chaleur solide à son épaule. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la lune se lève sur les montagnes. Deux personnes qui avaient fait un marché qu'aucune ne comprenait pleinement, face à un avenir qu'aucune ne pouvait prédire. Quelque part dans la maison, Lily cria dans son sommeil. Clara bougea sans réfléchir. Elle franchit la porte avant que Garrett ne puisse réagir, suivant le son, ses pieds la portant vers une enfant qui n'était pas la sienne, mais qui ressemblait déjà à une responsabilité. Derrière elle, Garrett la regarda partir, et pour la première fois depuis la mort de sa femme, il se demanda s'il avait enfin trouvé quelqu'un digne de confiance. Clara trouva Lily emmêlée dans ses draps, gémissant, ses petites mains agrippant le tissu, comme si sa vie en dépendait. Non, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Clara s'agenouilla près du lit. Elle ne toucha pas l'enfant, se souvenant de leur marché. Au lieu de cela, elle commença à fredonner bas et doucement, la même mélodie que sa mère chantait avant que la fièvre ne l'emporte. Le son remplit la pièce sombre comme une couverture chaude. La respiration de Lily ralentit. Sa prise se desserra. Après un long moment, ses yeux s'ouvrirent en papillonnant. « Clara, je suis là. J'ai fait un mauvais rêve. » La voix de Lily était minuscule, fragile. Maman s'éloignait. Je l'ai appelée, mais elle ne s'est pas retournée. La gorge de Clara se serra. Les rêves peuvent sembler si réels parfois. Mais tu es en sécurité maintenant. Tu es réveillée. Veux-tu rester juste jusqu'à ce que je m'endorme? Clara hésita. Puis elle s'assit au bord du lit, prenant soin de garder de l'espace entre elles. Je vais rester. Les yeux de Lily se fermèrent. En quelques minutes, sa respiration s'approfondit dans le sommeil. Clara la regarda longtemps, cette petite étrangère qui avait déjà commencé à réclamer des morceaux de son cœur. Quand elle se leva enfin pour partir, Garrett était dans l'encadrement de la porte. « Depuis combien de temps êtes-vous là? » chuchota Clara. « Assez longtemps. » Sa voix était rauque. Elle ne laissait personne la réconforter depuis longtemps. Clara passa devant lui dans le couloir. « C'est juste une enfant qui a besoin que quelqu'un soit là. Ce n'est pas compliqué. Ça l'est pour elle. » Ils se tinrent dans le couloir sombre, la lumière de la lampe projetant de longues ombres. Garrett regarda Clara comme s'il essayait de résoudre un puzzle qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. « Dormez un peu, Clara. Demain ne sera pas facile. Pourquoi? Les ouvriers doivent vous rencontrer officiellement. Il fit une pause. Et Hank Morrison ne fait pas confiance facilement. » Clara faillit rire. Un homme qui ne fait pas confiance facilement. Imaginez ça. Quelque chose vacilla sur le visage de Garrett. C'était peut-être de l'amusement. « Bonne nuit, Madame Garrett. »« Bonne nuit, Samuel. » Elle marcha vers sa chambre, celle en face de la sienne. Des chambres séparées, un arrangement pratique, tout comme il l'avait convenu. Clara ferma la porte et s'appuya contre elle, son cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Dans quoi s'était-elle embarquée? Le matin arriva vite et chaud. Clara était levée avant l'aube, une habitude gravée profondément par des années de travail. Elle trouva la cuisine vide et lança le café sans réfléchir, effectuant les gestes comme elle l'avait fait 1000 fois. Maggie apparut dans l'encadrement de la porte, encore à moitié endormie. « Tu es déjà levée. » « Je ne pouvais pas beaucoup dormir. » Clara versa 2 tasses. « Comment est ta chambre? » « C'est plus grand que tout notre appartement au Kansas. » Maggie enroula ses mains autour de la tasse chaude. « Clara, cet endroit, c'est comme quelque chose sorti d'un livre de contes. Les livres de contes ont aussi des méchants. Souviens-toi de ça. » Le visage de Maggie devint sérieux. « Tu veux dire cette femme, Victoria? Je veux dire quiconque pense pouvoir prendre ce que nous avons construit. Nous restons vigilantes, Maggie. Nous restons prêtes. Des pas dans l'escalier. » Garrett apparut, habillé pour le travail, son chapeau déjà à la main. « Vous êtes levé tôt. Vieille habitude. » Clara lui tendit une tasse de café. Il eut l'air surpris mais la prit. « Les ouvriers se rassemblent à 7 heures. Je vous présenterai à ce moment-là. » « Je serai prête. » Il hocha la tête une fois et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Clara. »« Oui. Merci pour la nuit dernière avec Lily. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti. Maggie haussa un sourcil. « Cet homme utilise les mots comme s'il coûtait de l'argent. Alors nous devrons lui apprendre à en dépenser un peu. » Le dortoir se trouvait à 200 mètres de la maison principale. Clara y alla seule malgré les protestations de Maggie. Elle avait besoin de faire ça elle-même.
15 hommes attendaient. Ils allaient du jeune au marqué par le temps, leurs visages montrant des années de soleil et de dur labeur. Quelques-uns soulevèrent leurs chapeaux. La plupart se contentèrent de fixer. Un homme s'avança. Il avait peut-être 50 ans, bâti comme un tonneau avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans du vieux cuir. Ses yeux étaient vifs, calculateurs. « Madame Garrett, je suis Hank Morrison, contremaître. »« Monsieur Morrison. » Clara tendit la main. Il la regarda un moment, puis la serra. Sa poigne était forte, testant. « Le patron dit que vous devez être traité avec respect. C'est exact. Le respect se gagne ici, madame. » Il ne se donne pas. Clara soutint son regard sans sourciller. « Alors je le gagnerai, comme n'importe qui d'autre. » Un murmure parcourut les hommes. L'expression de Hank ne changea pas. « Vous connaissez quelque chose à l'élevage? Je connais le bétail. Je connais les chevaux. Je peux tenir les comptes mieux que n'importe quel homme ici. Et je peux repérer un tricheur à 1 kilomètre. » Clara garda sa voix stable. « Je ne suis pas ici pour vous dire comment faire votre travail. Je suis ici pour m'assurer que cette opération fonctionne bien. Si vous avez un problème avec ça, dites-le maintenant. » Silence. Puis un homme plus jeune près du fond prit la parole. « Et si notre problème est que le patron épouse une étrangère du jour au lendemain? » Clara se tourna pour lui faire face. Il avait peut-être 25 ans, beau d'une manière brute, avec l'attitude arrogante de quelqu'un qui n'avait jamais été frappé assez fort. « Votre nom? Pete Dawson. Eh bien, Pete Dawson. Ce que fait le patron, ce sont ses affaires. Ce que vous faites, ce sont les miennes si cela affecte ce ranch. » Elle fit un pas de plus. « Alors, laissez-moi vous demander quelque chose. Travaillez-vous dur? Méritez-vous votre salaire? Causez-vous des problèmes? » La mâchoire de Pete se serra. « Je travaille le plus dur que n'importe qui ici. Alors nous n'aurons pas de problème, n'est-ce que bon? » Le moment s'étira. Les yeux de Pete filèrent vers Hank, cherchant du soutien. Le visage du contremaître ne révéla rien. Finalement, Pete baissa les yeux. « Non, madame, bien. » Clara s'adressa au groupe. « Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je suis ici parce que M. Garrett avait besoin d'une femme et j'avais besoin d'un foyer. C'est le marché. Vous faites votre travail, je ferai le mien, et nous nous entendrons tous très bien. » Des questions? Personne ne parla. Alors au travail. Elle s'éloigna sans se retourner. Ses mains tremblaient, mais elle les garda sur les côtés où personne ne pouvait voir. Derrière elle, elle entendit la voix de Hank Morrison. « Vous avez entendu la dame? Bougez. » Clara s'autorisa un petit sourire. Une bataille est gagnée. Dieu savait combien il en restait. La première semaine passa dans un flou de travail et d'observation. Clara apprit les rythmes du ranch. Petit déjeuner à 5h30. Les hommes partaient à cheval à 6h. Garrett passait la plupart des journées en selle, vérifiant les clôtures, comptant le bétail, résolvant les problèmes qui surgissaient comme des mauvaises herbes après la pluie. Elle apprit d'autres choses aussi. Le cuisinier, un homme grisonnant nommé Emmett, était avec la famille de Garrett depuis 30 ans. Le ranch avait failli couler 2 fois avant que Garrett ne le reconstruise, et Victoria Ashworth tournait autour comme un vautour depuis la naissance de Lily. Elle a essayé de prendre l'enfant une fois, dit Emmett à Clara pendant qu'elle l'aidait à préparer le dîner. Juste après la mort de Madame Garrett, elle a dit qu'un bébé avait besoin des soins d'une femme et que Samuel ne pouvait pas les fournir. Que s'est-il passé? Le patron a menacé de brûler la maison de sa famille si elle s'approchait à nouveau de Lily. Emmett gloussa sombrement. Elle l'a cru. Femme intelligente. Clara classa cette information. Lily restait prudente mais curieuse. Elle apparaissait à des moments étranges, observant Clara depuis des portes, battant en retraite si Clara la regardait directement. C'était comme essayer de se lier d'amitié avec un cerf sauvage. Le 5e jour, Lily parla la première. « Sais-tu tresser les cheveux? » Clara raccommodait une chemise déchirée. Elle leva les yeux avec précaution, gardant ses mouvements lents. « Oui, ma sœur a des cheveux comme les tiens. J'avais l'habitude de les tresser tous les matins. » Lily toucha ses propres mèches blondes emmêlées. « Papa essaye, mais il n'est pas très doué. Voudrais-tu que j'essaye? » Une longue pause. Puis Lily hocha la tête. Elle s'assit sur un tabouret pendant que Clara démêlait les nœuds, douce et patiente. Aucune d'elles ne parlait. Le silence ressemblait à un cadeau, fragile et précieux. Quand Clara eut fini, Lily courut vers le miroir. Son visage s'illumina. « C'est joli. »
Tu es jolie. La tresse ne fait que le montrer. Lily se tourna. Pour la première fois, elle sourit à Clara. Sourit vraiment. Merci. Le cœur de Clara s'ouvrit juste un peu plus. Quand tu veux, ma chérie. La lettre arriva un mardi. Clara était dans le bureau, parcourant les comptes que Garrett lui avait demandé d'examiner. Les chiffres étaient bons, meilleurs que bons. Le ranch était rentable, bien géré, construit pour durer. Puis Maggie fit irruption par la porte, le visage pâle. Clara, ceci est arrivé pour toi. L'enveloppe était chère, l'écriture élégante. L'estomac de Clara tomba avant même qu'elle ne l'ouvre. Madame Garrett, votre présence est requise à la réunion de la Société des femmes de Cedar Crossing ce samedi. Nous sommes très impatientes d'accueillir la nouvelle épouse de M. Garrett dans notre communauté. Cordialement, Madame Victoria Ashworth, présidente. Clara l'a lu 2 fois. C'est un piège, dit Maggie. Ça doit l'être. Bien sûr que c'est un piège. Clara plia la lettre soigneusement. La question est de savoir si je tombe dedans ou si je la laisse penser que j'ai peur. As-tu peur? Clara pensa aux yeux froids de Victoria dans l'église, à la promesse de destruction dans son sourire. Terrifiée, admet-elle. Mais les gens effrayés peuvent encore se battre. Ce sont les lâches qui fuient. La porte du bureau s'ouvrit. Garrett se tenait là, poussiéreux d'avoir chevauché, le visage illisible. J'ai entendu dire qu'un des ouvriers a apporté la nouvelle que Victoria a été occupée. Il entra, fermant la porte derrière lui. Elle a invité la femme du gouverneur, les femmes de 2 juges territoriaux, tous ceux qui comptent, pour me regarder échouer, pour vous mettre en procès. Garrett se rapprocha. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Si je n'y vais pas, elle gagne. Elle dira que j'ai honte, que je suis indigne, que je me cache. Clara secoua la tête. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Clara. La voix de Garrett était étrange, rauque. Ces femmes, elles peuvent être cruelles. Elles ont détruit des gens pour moins que d'être une blanchisseuse qui s'est mariée au-dessus de sa condition. Alors, je leur montrerai que je ne suis pas facilement détruite. Il étudia son visage un long moment. Quoi qu'il ait vu là, cela fit changer quelque chose dans son expression. Je ferai envoyer une robe de Denver, la plus belle qu'ils aient. Samuel, vous n'avez pas besoin de... Vous êtes ma femme. Quand vous entrerez dans cette pièce, vous entrerez en tant que Madame Samuel Garrett. Elles ne vous regarderont pas de haut à cause de ce que vous portez. Sa mâchoire se serra. Qu'elles trouvent d'autres raisons si elles le doivent, mais pas ça. Jamais ça. Clara ne savait pas quoi dire. Cet étranger pratique qu'elle avait épousé continuait de la surprendre d'une manière qu'elle ne pouvait prédire. Merci. Il hocha la tête une fois. Je serai là aussi. Quoi qu'il arrive, vous ne l'affronterez pas seul. Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Maggie laissa échapper un souffle. Clara, je pense qu'il tient peut-être vraiment à toi. Il tient à sa réputation. En es-tu sûr? Clara n'était plus sûre de rien. La robe arriva vendredi soir. Clara ouvrit la boîte dans sa chambre, Maggie regardant par-dessus son épaule. Le tissu était vert profond, la couleur des forêts de pin, bordé de dentelle ivoire. C'était élégant sans être voyant, cher sans être criard. Oh, Clara! La voix de Maggie était feutrée. C'est magnifique. Clara toucha le tissu, doux comme un murmure. Elle n'avait jamais rien possédé de tel. Une note reposait au fond de la boîte. La couleur correspond à vos yeux. Son cœur fit quelque chose d'étrange, quelque chose qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Il a remarqué la couleur de tes yeux, dit Maggie doucement. C'est juste une robe, c'est... Lesque. Clara plia la note et la rangea. Aide-moi à l'essayer. Le samedi matin arriva trop vite. Clara se tenait devant le miroir, se reconnaissant à peine. La robe lui allait parfaitement, épousant sa silhouette d'une manière qui la rendait confiante plutôt que désespérée. Maggie avait épinglé ses cheveux dans le style qu'elle avait vu dans les magazines, sophistiqué, correct. Elle avait l'air d'être à sa place. Elle ne se sentait pas à sa place. Tu es belle. Lily se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés. Clara se tourna. Merci, ma chérie. Vas-tu à une fête, quelque chose comme ça? Puis-je venir? Clara s'agenouilla, prenant soin de ne pas froisser la robe. Pas cette fois, mais quand je reviendrai, je te raconterai tout. Marché conclu, Lily considéra cela. Y aura-t-il du gâteau? Probablement. Rapportement. Clara sourit. J'essayerai.
Garrett attendait près du chariot, vêtu d'un costume que Clara n'avait jamais vu auparavant. Il avait l'air mal à l'aise dedans, comme un animal sauvage forcé dans une cage. Mais quand il la vit, il s'immobilisa. Clara, quelque chose ne va pas? Non. Il s'éclaircit la gorge. Vous avez l'air approprié. Maggie renifla. Clara lui lança un regard. Merci, Samuel. Vous avez l'air approprié aussi. T'es un sourire? Il disparut trop vite pour le dire. Allons-y. Mieux vaut ne pas être en retard. La Société des femmes se réunissait à l'hôtel de Cedar Crossing, un bâtiment qui s'efforçait de ressembler à ceux de l'Est et y réussissait presque. Clara franchit la porte la tête haute et l'estomac noué. Victoria Ashworth se tenait au centre de la pièce, entourée de femmes en robes coûteuses. Elle se tourna quand Clara entra et son sourire était du pur poison. Madame Garrett, comme c'est charmant de votre part d'être venue. Madame Ashworth, merci pour l'invitation. La pièce devint silencieuse, 20 paires d'yeux fixés sur Clara, mesurant, jugeant. Victoria fit un geste gracieux. Mesdames, puis-je vous présenter Madame Samuel Garrett, anciennement Mademoiselle Clara Thornton du Kansas, n'est-ce pas? C'est exact, comme c'est charmant. Et que faisait votre famille au Kansas, Madame Garrett? Le piège était évident. Clara marcha droit dedans. Mon père était fermier. Il est mort quand j'avais 14 ans. J'ai travaillé comme blanchisseuse, cuisinière et comptable depuis lors. Elle garda sa voix stable. Je n'ai pas honte d'où je viens, Madame Ashworth. Le travail honnête n'est pas une chose dont on doit avoir honte. Des murmures parcoururent la pièce. Le sourire de Victoria se crispa. Comme c'est admirable. Mais vous comprenez sûrement que gérer un foyer de la stature de M. Garrett exige certains raffinements. Comme, eh bien, par exemple, parlez-vous français? Jouez-vous du piano? Savez-vous quelle fourchette utiliser lors d'un dîner formel? Je parle assez bien anglais pour conclure une affaire. Je peux jouer des hymnes si l'occasion l'exige, et je sais que la nourriture compte plus que la fourchette. Clara sourit doucement. Mais je suis toujours prête à apprendre. Peut-être pourriez-vous m'enseigner, Madame Ashworth. Vous semblez si bien informée sur la fourchette à utiliser. Quelqu'un rit, rapidement étouffé. Les yeux de Victoria brillèrent de colère avant de revenir à la politesse. Peut-être le pourrais-je, bien que certaines choses ne puissent pas s'enseigner. L'éducation, par exemple. Vous avez raison. La voix de Clara se durcit juste un peu. La gentillesse ne peut pas s'enseigner non plus. Certaines personnes sont simplement naissantes. La pièce retint son souffle. Une femme plus âgée près de la fenêtre prit la parole. Sa voix était nette, autoritaire. Je l'aime bien. Victoria se tourna brusquement. Madame Crawford. Oh, tais-toi, Victoria. Tu essaies de caser Samuel Garrett avec toutes les débutantes insipides d'ici à San Francisco depuis des années. Il a enfin choisi quelqu'un avec du caractère. Et tu es contrarié que ce ne soit pas ton choix. Madame Crawford s'approcha de Clara, ses yeux perspicaces. Je suis Eleanor Crawford. Mon mari possède la banque. Dites-moi, Madame Garrett, jouez-vous aux cartes? Au poker surtout? Madame Crawford ria, un son authentique qui trancha l'attention. Merveilleux. Nous devons jouer un jour. J'aime tellement prendre de l'argent aux gens qui me sous-estiment. Clara sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Une alliée. Elle ne s'attendait pas à ça. Victoria récupéra rapidement. Comme c'est délicieux. Mais nous devrions sûrement discuter de sujets plus importants. La société d'aide à l'enfance, par exemple. Ses yeux brillèrent. Madame Garrett, êtes-vous consciente qu'il y a des inquiétudes concernant le bien-être de la jeune Lily? Le sang de Clara se glaça. Quel genre d'inquiétude? Une enfant élevée sans mère dans un endroit aussi isolé, avec seulement son père et des ouvrières de ranch pour compagnie. Certains pourraient dire que c'est un environnement inapproprié. Certains pourraient avoir tort, peut-être, mais les autorités territoriales prennent ces questions au sérieux. Le sourire de Victoria s'aiguisa. Si une plainte formelle était déposée, il serait obligé d'enquêter. La menace flottait dans l'air comme de la fumée. Clara s'approcha de Victoria, assez près pour voir le calcul dans ses yeux. « Laissez-moi être très clair, Madame Ashworth. » La voix de Clara était basse, stable, dangereuse. « Lily est heureuse. Lily est en sécurité. Lily est aimée. Si vous menacez ma famille, je répondrai. Et je ne me bats pas avec des thés et des plaintes formelles. Je me bats pour gagner. C'est une menace? C'est une promesse. » Elles se fixèrent. La pièce était silencieuse comme une tombe. Finalement, Victoria ria. «
léger, dédaigneux. Eh bien, n'êtes-vous pas féroce? Mesdames, prendrons-nous quelques rafraîchissements? Le moment passa, mais les lignes de bataille avaient été tracées. Clara resta une autre heure, faisant la conversation polie, acceptant la carte de Madame Crawford, endurant les regards en coin et les commentaires chuchotés. Quand ils partirent enfin, elle tremblait. Garrett l'aida à monter dans le chariot, sa main chaude sur son coude. « Vous avez tenu bon. » Elle a menacé Lily. J'ai entendu. Clara le regarda. « Je ne la laisserai pas prendre cet enfant, Samuel. Je me fiche de ce que je dois faire. » Quelque chose de féroce brûla dans ses yeux. Moi non plus. Ils rentrèrent en silence, mais quelque chose avait changé entre eux. Un ennemi commun, un but commun. Ce n'était pas de l'amour. Clara ne savait pas si cela le serait un jour, mais c'était quelque chose. Les ennuis arrivèrent plus vite que Clara ne l'avait prévu. 3 jours après la réunion de la Société des femmes, un homme arriva au ranch dans un nuage de poussière. Il portait un costume et une sacoche en cuir, et son visage était pincé par l'importance qu'il se donnait. « Je cherche M. Samuel Garrett. » Garrett sortit de la grange, essuyant ses mains sur un chiffon. « C'est moi. Theodore Mullins, avocat. » L'homme descendit de cheval, sortant des papiers de sa sacoche. « Je représente Mme Victoria Ashworth dans l'affaire de la garde de Lily Marie Garrett. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. « De quoi parlez-vous? » La voix de Garrett était plate, dangereuse. « Madame Ashworth demande la garde de votre fille, citant des conditions de vie inappropriées et des inquiétudes concernant le bien-être de l'enfant. » Mullins tendit les papiers. « Il vous est par la présente ordonné de comparaître devant le juge Henderson dans 2 semaines. » Garrett ne prit pas les papiers. « Sortez de mes terres. »« Monsieur Garrett, je suis simplement... » J'ai dit « Sortez de mes terres. » Garrett s'avança, tout son corps irradiant la fureur. « Et vous pouvez dire à Victoria Ashworth que, si elle veut ma fille, elle devra passer par moi. Par ma femme. Par chaque ouvrier de ce ranch. Elle ne prendra pas cet enfant. Pas tant que je respirerai. » Mullins pâlit. Il laissa tomber les papiers dans la poussière et remonta précipitamment sur son cheval. « La loi est la loi, Monsieur Garrett. » 2 semaines. Il partit au galop. Clara se pencha et ramassa les papiers, les parcourant rapidement. Langage juridique, pétition formelle, accusation de négligence et d'isolement. Ses mains tremblaient de rage. Samuel. Il se tourna. Son visage était pâle sous la peau brunie par le soleil. Elle va essayer de prendre Lily. Je sais. Nous ne la laisserons pas faire. Comment? Sa voix se brisa. Elle a des avocats, des juges, de l'argent. Qu'avons-nous? Clara réfléchit un instant, puis elle leva les yeux vers lui, du feu dans le regard. Nous avons la vérité. Nous avons des témoins. Et nous avons 2 semaines pour construire un dossier si solide que même Victoria Ashworth ne pourra pas le démolir. Elle agrippa son bras. Vous m'avez fait assez confiance pour m'épouser, Samuel. Faites-moi confiance maintenant. Nous pouvons gagner ça, mais seulement si nous nous battons ensemble. Il la fixa, cherchant quelque chose. De l'espoir peut-être, ou de la croyance. Quoi qu'il ait trouvé, c'était suffisant. Ensemble, dit-il. Clara hocha la tête. Alors, au travail. Le lendemain matin, Clara était levée avant le soleil. Elle était assise à la table de la cuisine avec les papiers de garde étalés devant elle, lisant chaque mot jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Maggie la trouva là 2 heures plus tard. « As-tu dormi un peu? Le sommeil ne sauvera pas Lily. » Clara pointa un paragraphe. « Regarde ça. Victoria prétend que Samuel est émotionnellement indisponible et que Lily montre des signes de négligence. Elle a une déclaration d'un médecin. Quel médecin? Dr. Bernard Wells, Boston. » La mâchoire de Clara se serra. Il n'a jamais rencontré Lily, jamais mis les pieds dans le Wyoming, mais sa signature est juste là. Maggie se pencha par-dessus son épaule. Peut-elle faire ça? Juste inventer des choses. Elle le peut si personne ne le conteste. Clara se leva en faisant les 100 pas. Nous avons besoin de notre propre médecin, quelqu'un du coin, quelqu'un qui peut examiner Lily et témoigner qu'elle est en bonne santé, heureuse, soignée. Il y a le docteur Harrison en ville. Est-il honnête? Maggie hésita. Il boit, mais quand il est sobre, il est bon. Juste. Alors nous devons l'attraper sobre. Garrett apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air de ne pas l'avoir dormi non plus. « Je vais en ville à cheval.
J'ai un ami avocat à Cheyenne qui me doit une faveur. Bien, Clara attrapa son châle. Je viens avec vous. Clara, je ne vais pas rester assise ici à attendre. Samuel, Lily est ma fille maintenant, aussi, légalement. Cela signifie que j'ai ma place dans ce combat. Elle croisa son regard. Vous avez dit que nous faisions ce là ensemble. Le pensiez-vous? Quelque chose changea dans son expression. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance. Je le pensais. Alors allons-y. Cedar Crossing était à 30 kilomètres à l'est. Ils le firent en moins de 3 heures, poussant les chevaux plus fort que d'habitude. Aucun d'eux ne parlait beaucoup, mais le silence n'était pas inconfortable. C'était le silence de deux personnes conservant leur énergie pour la bataille à venir. Le bureau du Dr. Harrison se trouvait au-dessus du magasin général. Clara monta les escaliers pendant que Garrett allait envoyer un télégramme à son avocat. Le médecin était sobre, à peine. Madame Garrett, il se leva de son bureau encombré, surpris. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai besoin de votre aide. Clara ne perdit pas de temps en politesse. Victoria Ashworth essaie de prendre ma belle-fille. Elle a un médecin de Boston qui prétend que Lily est négligée. J'ai besoin que vous l'examiniez et que vous disiez la vérité. Le visage de Harrison devint pâle. Madame Ashworth, elle a des amis puissants. Je sais. Si je témoigne contre ses intérêts, elle pourrait me ruiner. S'assurer que personne dans le territoire ne vienne à mon cabinet. Clara s'approcha. Dr. Harrison, je comprends de la peur. J'ai vécu avec toute ma vie. Mais cette petite fille n'a rien fait de mal. Elle a 6 ans, et une femme qui ne l'aime pas veut l'utiliser comme une arme. Sa voix se durcit. Vous pouvez soit faire partie de la solution, soit faire partie du problème. Qu'est-ce que ce sera? Harrison la fixa un long moment. Ses mains tremblaient légèrement. Ma femme est morte il y a 3 ans. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Il déglutit difficilement. Je me suis toujours demandé ce que je ferais si quelqu'un menaçait un enfant auquel je tenais. Maintenant, vous savez. Une autre pause. Puis Harrison hocha la tête. Amenez-moi Lily demain. Je ferai un examen complet. Je rédigerai tout correctement. Il croisa le regard de Clara. Et je témoignerai, quoi qu'il en coûte. Clara sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Merci. Ne me remerciez pas encore. Victoria Ashworth ne perd pas avec grâce. Moi non plus. Garrett attendait dehors, le visage sombre. Télégramme envoyé. James Monroe, le meilleur avocat du territoire. Il sera là dans 4 jours. Bien. Le Dr. Harrison a accepté d'examiner Lily et de témoigner. Les sourcils de Garrett se levèrent. Comment avez-vous réussi ça? J'ai demandé gentiment. Ce presque sourire vacilla à nouveau sur son visage. Rappelez-moi de ne jamais vous contrarier, Madame Garrett. Vous ne pourriez pas vous le permettre. Ils retournèrent vers le chariot quand une voix les arrêta net. Samuel, Victoria Ashworth se tenait sur le trottoir de bois, ombrelle à la main, habillée comme si elle assistait à une garden party au lieu de détruire des familles. Victoria, la voix de Garrett aurait pu geler le feu. Je vois que tu as reçu ma petite livraison. Elle sourit à Clara. Madame Garrett, ravie de vous revoir. Cette robe vous va beaucoup mieux que la verte, moins ambitieuse. Les mains de Clara se crispèrent en ton poing, mais elle garda sa voix égale. Madame Ashworth, je dirais que c'est un plaisir, mais ma mère m'a appris à ne pas mentir. Le sourire de Victoria se crispa. Fougueuse! Je peux voir pourquoi Samuel vous trouve divertissante. Mais le divertissement s'estompe, Madame Garrett. Quand la nouveauté s'usera, que vous restera-t-il? Une famille. Quelque chose que vous ne comprendriez pas. Le masque glissa juste un instant. Quelque chose de laid traversa les yeux de Victoria. Vous pensez avoir gagné quelque chose? Mariée à l'argent, jouant à la maison avec l'enfant d'une autre femme, elle s'approcha, baissant la voix. Je connaissais Catherine, la femme de Samuel. Elle était belle, raffinée, tout ce que vous n'êtes pas, et elle n'a quand même pas pu survivre à cet endroit. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous le pouvez? Clara ne broncha pas. Je n'essaie pas de survivre. J'essaie de vivre. Il y a une différence. Victoria ria, mais cela sonnait creux. Profitez-en tant que ça dure. 2 semaines, ce n'est pas très long. Elle s'éloigna, ses talons claquant contre les planches de bois. Garrett la regarda partir, la mâchoire serrée. Elle a peur, dit Clara doucement. Quoi? Victoria. Elle a peur. Clara se tourna pour lui faire face.
Elle ne s'attendait pas à ce que nous ripostions. Elle pensait que vous plieriez comme vous l'avez toujours fait. Je n'ai jamais, n'est-ce pas? La voix de Clara était douce mais ferme. Elle a dit que Catherine ne pouvait pas survivre à cet endroit. Que voulait-elle dire? Garrett resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. Catherine était la cousine de Victoria. Elles ont grandi ensemble à Boston. Quand j'ai épousé Catherine, Victoria pensait qu'elle aurait de l'influence, accès à la famille, à l'argent. Il fit une pause. Catherine est morte avant que Victoria ne puisse l'utiliser. Et Lily est sa seconde chance au moins d'une... Oui, Clara assimila cela. Donc, ce n'est pas seulement à propos de Lily, c'est à propos du contrôle, du pouvoir. Ça l'a toujours été. Alors nous n'avons pas seulement besoin de gagner la garde. Nous devons détruire sa capacité à revenir. Clara croisa son regard. Samuel, y a-t-il quelque chose dans le passé de Victoria? Quelque chose qu'elle cache? Garrett hésita. Il y a des rumeurs sur la mort de son mari. Cela a été jugé comme un accident. Mais certaines personnes pensent que ce n'en était pas un. L'esprit de Clara s'emballa. Qui saurait? Qui pourrait nous en dire plus? Emmett. Il est avec ma famille depuis toujours. Il sait des choses. Alors nous devons parler à Emmett. Ils trouvèrent le vieux cuisinier dans la cuisine du ranch en train de préparer le dîner. Emmett. Garrett ferma la porte derrière eux. Nous avons besoin de te poser des questions sur Victoria. Le visage marqué d'Emmett devint soigneusement inexpressif. Quoi à propos d'elle? Son mari, Charles Ashworth. Qu'est-il vraiment arrivé à lui? Le silence s'étira. Les mains d'Emmett s'immobilisèrent sur les légumes qu'il coupait. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser enterrer, patron. Plus maintenant. Clara s'avança. Elle essaie de prendre Lily. S'il y a quelque chose qui peut l'arrêter, nous devons le savoir. Emmett la regarda vraiment. Quelque chose dans son expression changea. Charles Ashworth n'était pas un homme bon. Il buvait trop, jouait encore plus, frappait Victoria quand il était en colère. Il fit une pause. La nuit où il est mort, il se disputait. Les voisins ont entendu des cris, puis un coup de feu. Elle l'a tué. L'histoire officielle est ce qu'il nettoyait de son pistolet. Décharge accidentelle. La voix d'Emmett baissa. Mais je connaissais l'homme qui a trouvé le corps. Il a dit que l'angle était tout faux. On ne se tire pas une balle derrière la tête en nettoyant une arme. Le cœur de Clara battait la chamade. Cet homme est-il toujours en vie? Tom Whitfield vit là-haut près de Laramie. N'a pas travaillé depuis que Victoria l'a payé pour garder le silence. Les yeux d'Emmett se durcirent. 30 ans qu'il est assis sur ce secret. Peut-être qu'il est temps qu'il arrête. Garrett se tourna vers Clara. Si nous pouvons le faire témoigner, ce n'est pas à propos de le faire témoigner. L'esprit de Clara travaillait vite. C'est à propos de faire savoir à Victoria que nous pourrions le faire témoigner. Elle a construit toute sa vie sur ce mensonge. Si ça sort, elle perd tout. Chantage. Moyenne de pression. La voix de Clara était stable. Je ne suis pas intéressé à la détruire, je suis intéressé à protéger Lily. Si Victoria recule, le secret reste enterré. Garrett étudia son visage. Vous laisseriez une meurtrière s'en tirer. Je ferai tout ce qu'il faut pour garder cette petite fille en sécurité. Clara soutint son regard sans sourciller. Ne le feriez-vous pas? Le silence s'étira entre eux. Puis Garrett hocha lentement la tête. J'irai à Laramie demain. Non, et m'a envoyé Hank. Si Victoria vous surveille, elle saura que quelque chose ne va pas. Clara fit une pause. Et Samuel, faites attention à qui vous faites confiance. Elle a des espions partout, même ici. Surtout ici. Les jours suivants se fondirent dans une frénésie de préparation. Le docteur Harrison vint examiner Lily. La petite fille était nerveuse au début, mais Clara resta avec elle, tenant sa main, chuchotant des rassurances. « Vous êtes en très bonne santé, jeune fille. » Harrison sourit à Lily quand il eut fini. Forte comme un poney de montagne. Clara dit que je mange comme un poney aussi. Lily sourit. Harrison ria. Il regarda Clara avec un nouveau respect. « Madame Garrett, j'aurai mon rapport prêt pour l'audience. Chaque mot véridique. Merci, docteur. » James Monroe arriva de Cheyenne le 5e jour. Il était plus jeune que Clara ne l'avait prévu, peut-être 30 ans, avec des yeux vifs et un sourire facile qui cachait une intelligence acérée. « Madame Garrett, j'ai beaucoup entendu parler de vous. De bonnes choses, j'espère. Samuel dit que vous êtes la raison pour laquelle ils se battent au lieu de plier. » Le sourire de Monroe s'élargit. « J'aime les combattants, alors vous allez adorer cette affaire.
Ils se rassemblèrent dans le bureau de Garrett, des papiers couvrant chaque surface. Monroe avait fait ses recherches. La pétition de Victoria repose sur 3 piliers. Premièrement, l'affirmation que Lily est négligée en raison de l'isolement et du manque de soins maternels. Deuxièmement, que Samuel est émotionnellement indisponible et incapable de fournir une éducation appropriée. Troisièmement, que le mariage soudain avec Clara prouve l'instabilité du foyer. Peut-elle prouver quoi que ce soit? Demanda Garrett. Pas si nous nous battons intelligemment. Monroe mélangea les documents. L'examen du Dr. Harrison détruit l'accusation de négligence. J'ai 3 ouvrières de ranch prêtes à témoigner que Samuel est un père attentif. Et le mariage? Il regarda Clara. C'est en fait notre point le plus fort. Comment? Victoria soutient que le mariage montre l'instabilité. Nous soutenons qu'il montre la responsabilité. Samuel a reconnu que Lily avait besoin d'une mère et a pris des mesures pour en fournir une. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Clara sentit quelque chose de chaud fleurir dans sa poitrine. Pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose de proche. Qu'en est-il des témoins que Victoria a alignés? Demanda-t-elle. La plupart d'entre eux sont payés. Si nous pouvons prouver cela, leur témoignage devient sans valeur. Monroe fit une pause. Il y a aussi la question du juge Henderson. Qu'en est-il de lui? Il doit de l'argent à la famille de Victoria. Beaucoup d'argent. Le sang de Clara se glaça. Le juge est acheté. Pas nécessairement, mais il est vulnérable à la pression. Monroe se pencha en avant. C'est là que votre moyen de pression devient crucial. Si Victoria sait que vous avez des informations qui pourraient la détruire, elle pourrait faire pression sur le juge pour qu'il statue en sa faveur avant que cela ne sorte. Ou elle pourrait reculer complètement. Exactement. Hank Morrison revint de Laramie 2 jours avant l'audience. Il trouva Clara dans la grange en train de brosser les chevaux. « Vous avez ce qu'il vous fallait? » Il lui tendit un papier plié, la déclaration de Tom Whitfield. Signée, attestée, notariée. Clara la déplia, la lut lentement. Ses mains tremblaient. Il a tout vu. Entendu la dispute, entendu Victoria menacer son mari, entendu le coup de feu. Le visage de Hank était sombre. Puis elle est sortie calme comme un dimanche matin et lui a dit que Charles avait eu un accident. Elle l'a payé 500 $ pour soutenir son histoire. Pourquoi parle-t-il maintenant? Maladie pulmonaire mortelle. Il dit qu'il veut rencontrer son créateur avec une conscience propre. Hank fait une pause. Il a aussi dit que Victoria a déjà fait ça. Fait quoi? Fait disparaître des problèmes. Il y avait d'une bonne qui en savait trop. Un partenaire commercial qui menaçait d'exposer des affaires louches. La voix de Hank baissa. Tous les deux sont morts. Accident officiellement. Mais Whitfield ne croit pas à autant d'accidents. L'estomac de Clara se retourna. Victoria n'était pas seulement impitoyable, elle était dangereuse. Samuel le sait-il? Pas encore. Ne lui dites pas. Pas avant l'audience. Clara plia le papier soigneusement. Il a assez de soucis comme ça. Madame, si Victoria découvre que vous avez ça, alors je m'en occuperai. Clara croisa son regard. Merci, Hank, pour tout. Il hocha lentement la tête. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Madame Garrett. Cette vie non plus. La nuit avant l'audience, Clara ne pouvait pas dormir. Elle s'assit sur le porche, enveloppée dans une couverture, regardant les étoiles. Le ranch était calme, mais son esprit hurlait. Des pas derrière elle. Garrett apparut, semblant aussi insomnieux qu'elle. Je ne pouvais pas me reposer non plus. Je n'arrête pas de penser à demain. Clara resserra la couverture. Et si nous perdons? Nous ne perdrons pas. Mais et si nous perdons? Garrett s'assit à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Alors nous ferons appel. Nous nous battrons. Nous continuerons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de combat possible. Sa voix était calme mais féroce. J'ai perdu Catherine parce que je ne pouvais pas la sauver. Je ne perdrai pas Lily. Je ne peux pas. Clara se tourna pour le regarder. Au clair de lune, son visage était vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Parlez-moi d'elle. Catherine. Il resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. Elle était gentille, douce. L'opposé de cet endroit rude. Il déglutit. Elle aimait Lily avant qu'elle ne soit née. Elle chantait à son ventre, planifiait ce que serait leur vie. Mais la naissance, quelque chose a mal tourné. Elle a trop saigné, trop vite, je suis désolé.
J'ai tenu sa main à la fin. Elle m'a fait promettre de prendre soin de Lily, de lui donner une belle vie. Sa voix se brisa. Certains jours, j'ai l'impression d'avoir échoué à cette promesse depuis lors. Clara tendit de la main, prit la sienne. Ses doigts étaient cueilleux, chauds, tremblants légèrement. Vous n'avez pas échoué. Lily est vivante. Elle est en bonne santé. Elle apprend à faire confiance à nouveau. Clara serra sa main. Ce n'est pas un échec, Samuel. C'est de l'amour. Il la regarda vraiment. Quelque chose passa entre eux dans l'obscurité. Clara, je ne m'attendais pas à ça, à tout ça. Moi non plus. Je vous ai épousé pour protéger Lily, pour lui donner une mère. Mais maintenant, il laissa sa phrase en suspens. Maintenant, je ne suis plus sûr de ce que c'est. Le cœur de Clara battait la chamade. Moi non plus. Ils restèrent assis en silence, les mains toujours jointes, jusqu'à ce que la première lumière de l'aube touche les montagnes. Quoi que demain n'apporte, ils l'affronteraient ensemble. Le tribunal était bondé. Clara entra la tête haute, portant la robe verte que Samuel avait envoyée de Denver. Maggie marchait derrière elle, pâle mais déterminée. Garrett était à ses côtés, sa main reposant légèrement sur son dos. Victoria Ashworth était assise au premier rang, entourée d'avocats et de partisans bien habillés. Elle regarda Clara avec un pur venin. Le juge Henderson entra. Il était vieux, avait l'air fatigué, et ses yeux filèrent vers Victoria avant qu'il ne s'assoie. Cette audience est ouverte dans l'affaire Ashworth contre Garrett concernant la garde de l'enfant mineur, Lily Marie Garrett. Monroe se leva. Votre honneur, nous demandons que cette pétition soit rejetée pour cause de témoignages frauduleux et de preuves fabriquées. Des murmures parcoururent la foule. L'avocat principal de Victoria bondit. Objection, c'est scandaleux. J'ai des documents. Monroe leva un dossier, y compris des déclarations d'individus qui ont été payés par Mme Ashworth pour fournir de faux témoignages. J'ai aussi un examen médical du Dr. Thomas Harrison de Cedar Crossing, confirmant que Lily Garrett est en excellente santé et ne montre aucun signe de négligence. Le juge Henderson semblait mal à l'aise. Ce sont des allégations graves, Monsieur Monroe. Elles le sont, Votre honneur, et j'ai des preuves pour soutenir chacune d'elles. Victoria se leva soudainement. Son visage était pâle, mais sa voix était stable. Votre honneur, c'est clairement une tentative désespérée de... Madame Ashworth, vous n'avez pas la parole. La voix du juge Henderson s'aiguisa. Asseyez-vous. Victoria s'assit, mais ses yeux trouvèrent en ceux de Clara à travers la pièce, et ils promettaient le meurtre. L'audience continua pendant 3 heures brutales. Monroe présenta les preuves méthodiquement. Des témoins parlèrent des soins de Lily, de la stabilité du ranch, du dévouement de Clara envers l'enfant. Le docteur Harrison prit la barre et décrivit une petite fille saine et heureuse. Puis ce fut le tour de Victoria. Son avocat appela témoin après témoin, chacun peignant un tableau de négligence et d'instabilité. Mais Monroe les mit en pièces lors du contre-interrogatoire. L'un admit qu'il n'avait jamais visité le ranch. Un autre ne pouvait pas se souvenir de faits basiques sur Lily. Un troisième s'effondra et avoua qu'il avait été payé 200 $ pour mentir. La salle d'audience bourdonna de choc. Le juge Henderson demanda une suspension de séance. Les jambes de Clara tremblaient alors qu'elle se levait. « Comment nous en sortons-nous » chuchota-t-elle à Monroe. « Mieux que je ne l'espérais, mais Henderson est l'imprévu. Il pourrait encore statuer en sa faveur. » Clara regarda Victoria, qui conférait avec colère avec ses avocats. « J'ai besoin de 5 minutes. Clara, qu'est-ce que vous... » Mais elle bougeait déjà. Elle trouva Victoria dans le couloir, seule pour une fois. La femme plus âgée se tourna, le visage tordu par la rage. « Venue jubiler? Venue finir ça? » Clara plongea la main dans son sac et sortit la déclaration de Tom Whitfield. « Lisez ça. » Victoria arracha le papier. En lisant, son visage devint blanc, puis gris. Ses mains tremblaient tellement que le papier cliquetait. « Où avez-vous eu ça? Est-ce que ça compte? » Clara garda sa voix basse. « Je sais ce que vous avez fait, Victoria. À votre mari, aux autres. J'ai des preuves, des témoins, tout ce dont j'ai besoin pour vous détruire. Vous n'oseriez pas. N'oserais-je pas? » Clara s'approcha. « Vous avez menacé ma famille. Vous avez essayé de prendre ma fille. Vous pensez que je ne brûlerai pas votre monde entier pour les protéger? » Le masque de Victoria se fissura complètement. Pour la première fois, Clara vit une vraie peur dans ses yeux. « Que voulez-vous?
Abandonnez la pétition. Partez. Ne vous approchez plus jamais de Lily. La voix de Clara était de glace. Faites ça et ceci reste enterré. Essayez quoi que ce soit d'autre et j'envoie des copies à tous les journaux du territoire. Victoria la fixa. Les secondes s'étirèrent en éternité. Vous êtes un monstre. Je suis une mère. Il n'y a pas de différence. Une autre longue pause. Puis les épaules de Victoria s'affaissèrent. Bien. C'est fait. Dites-le plus fort pour les gens qui écoutent. La tête de Victoria se releva brusquement. Elle vit la petite foule qui s'était rassemblée au bout du couloir, des témoins, trop nombreux pour être réduits au silence. Sa voix sortit étranglée. Je retire ma pétition. Clara sourit. Ce n'était pas un sourire gentil. Plaisir de faire affaire avec vous, Madame Ashworth. Elle retourna dans la salle d'audience sans se retourner. Garrett attendait, le visage tendu par la confusion. Qu'avez-vous fait? Plus tard, le juge Henderson revint. L'avocat de Victoria se tenait debout, l'air sous le choc. Votre honneur, ma cliente souhaite retirer sa demande de garde. Des halètements remplirent la pièce. Henderson semblait stupéfait. Est-ce vrai, Madame Ashworth? Victoria se leva. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Oui, votre honneur, j'ai réalisé que Lily a sa place avec son père et sa belle-mère. Henderson la fixa un long moment. Puis il frappa son marteau. Pétition retirée. Affaire classée. La séance est levée. La salle explosa. Clara resta figée alors que les gens fourmillaient autour d'eux, félicitant Garrett, serrant la main de Monroe. Puis elle sentit quelqu'un tirer sa jupe. Lily se tenait là, des larmes coulant sur son visage. Clara, avons-nous gagné? Clara tomba à genoux et tira la petite fille dans ses bras. Pour la première fois, Lily ne se recula pas. Elle enfouit son visage dans l'épaule de Clara et sanglota. « Oui, ma chérie, nous avons gagné. Est-ce que ça veut dire que tu restes pour toujours? » Clara leva les yeux vers Garrett. Il les regardait, ses yeux brillants de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Pour toujours? » chuchota Clara. « Je le promets. » Lily la serra plus fort et pour la première fois depuis qu'elle avait 14 ans, Clara s'autorisa à croire que tout pourrait vraiment aller bien. Le trajet de retour du tribunal semblait différent. Clara tenait Lily sur ses genoux, les bras de la petite fille enroulés serrés autour de son cou. Garrett conduisait le chariot d'une main, l'autre reposant sur l'épaule de Clara. Maggie était assise à l'arrière, pleurant des larmes de joie. Elle ne prit pas la peine de se cacher. Personne ne parlait. Ils n'en avaient pas besoin. Quand ils atteignirent le ranch, les ouvriers attendaient. La nouvelle avait voyagé vite. Hank s'avança. Son visage marqué se fendit en quelque chose que Clara n'avait jamais vu auparavant. Un sourire. « Bienvenue à la maison, Madame Garrett. » Clara descendit, Lily s'accrochant toujours à elle. « Merci, Hank, pour tout. Je faisais juste mon travail, madame. Vous avez fait plus que ça. Vous avez aidé à sauver cette famille. » Les yeux de Hank devinrent brillants. Il hocha la tête une fois, brusquement, et se détourna avant que quiconque ne puisse le voir s'essuyer le visage. Cette nuit-là, Clara aborda Lily dans son lit pour la première fois en tant que sa vraie mère. Pas une étrangère, pas un arrangement temporaire. Sa mère, Clara. « Oui, ma chérie, les méchants sont partis maintenant? » Clara lissa les cheveux de Lily en arrière de son front. « Les méchants ne peuvent plus te faire de mal. Je ne les laisserai pas faire. Promis, je le promets. » Lily resta silencieuse un moment. Puis, d'une voix si petite que Clara faillit la manquer. « Je t'aime. » Le cœur de Clara s'arrêta, redémarra, s'ouvrit grand. « Je t'aime aussi, Lily, tellement. » Elle resta jusqu'à ce que l'enfant s'endorme, puis se glissa dans le couloir. Garrett était là, appuyé contre le mur, la regardant. Elle l'a dit. J'ai entendu. Les yeux de Clara brûlaient. Je ne m'attendais pas. Je n'ai jamais pensé. Moi non plus. Garrett se décolla du mur et se rapprocha. Clara, ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez fait depuis que vous êtes venue ici, je n'ai pas de mots pour ça. Vous n'avez pas besoin de mots. J'ai besoin de quelque chose. Il tendit la main, hésita, puis toucha son visage. Sa paume était rugueuse, chaude, tremblant légèrement. J'ai besoin que vous sachiez que ce n'est plus juste un arrangement. Pas pour moi, le souffle de Clara se bloqua. Samuel, je ne suis pas doué pour ça. Catherine disait que je parlais plus avec mes mains qu'avec ma bouche. Il déglutit difficilement, mais j'essaie de vous dire que je sais. Clara couvrit sa main avec la sienne. Je sais. Ils restèrent là dans le couloir sombre, ne s'embrassant pas, ne bougeant pas, respirant juste ensemble.
C'était assez pour l'instant. C'était plus qu'assez. Les semaines qui suivirent apportèrent des changements que Clara n'avait pas anticipés. Victoria Ashworth disparut de Cedar Crossing. La rumeur disait qu'elle était retournée à Boston, bien que certains disaient qu'elle était allée plus loin. En Europe peut-être, ou quelque part où personne ne connaîtrait son nom. Clara se fichait d'où elle allait tant qu'elle restait partie. Le ranch s'installa dans un rythme. L'été s'approfondit, apportant de longues journées et des nuits chaudes. Clara apprit à monter à cheval correctement, enseignée par Hank avec une patience bourrue. Elle reprit les comptes du ménage et trouva des moyens d'économiser de l'argent que Garrett ne savait pas qu'il perdait. Mais les plus grands changements étaient plus petits. Lily commença à rire. Pas le son prudent et calme qu'elle faisait avant, mais un vrai rire qui résonnait dans la maison comme des cloches. Elle suivait Clara partout, posant des questions, aidant aux corvées, absorbant l'attention comme une fleur buvant la pluie. Maggie trouva ses marques aussi. Elle commença à aider le Dr. Harrison 3 jours par semaine, apprenant la médecine de base, découvrant un talent que personne n'avait soupçonné. La peur qui hantait ses yeux depuis le Kansas commença à s'estomper. Et Samuel changea le plus de tous. Il commença à rentrer plus tôt, commença à s'asseoir avec elle au dîner au lieu de manger seul dans son bureau. Commença à raconter des histoires sur son enfance, ses parents, les rêves qu'il avait eus avant que la vie ne devienne compliquée. Un soir, il apporta un livre à Clara. « J'ai trouvé ça en ville. J'ai pensé que vous aimeriez. » Clara regarda la couverture. « Poésie. Emily Dickinson. Comment saviez-vous que j'aime la poésie? Maggie a mentionné que vous en lisiez à vos frères et sœurs avant. » Il bougea, mal à l'aise. « Si vous ne le voulez pas, je le veux. » Clara serra le livre contre sa poitrine. « Samuel, c'est... Merci. » Il hocha la tête, semblant satisfait et embarrassé à parts égales. « Je vous en prie. » Cette nuit-là, Clara lut à la lumière de la lampe pendant que Samuel travaillait sur les comptes du ranch au bureau. Ils ne parlaient pas, mais le silence était chaud, confortable, comme s'ils faisaient cela depuis des années au lieu de semaines, comme s'ils allaient ensemble. Le premier vrai test arriva fin juillet. Un télégramme arriva au petit déjeuner. Samuel le lut et son visage devint pâle. « Qu'est-ce que c'est? » Clara posa son café. « Mon frère William. » La voix de Samuel était creuse. « Il vient nous rendre visite. » Clara avait entendu parler de William, le frère aîné qui était resté en Virginie, celui qui pensait que Samuel gâchait sa vie dans la nature sauvage. Quand? 3 jours. Est-ce mauvais? Samuel la regarda. Ses yeux contenaient quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. William ne m'approuve pas, ne l'a jamais fait. Quand j'ai quitté la Virginie, il a dit que j'abandonnais l'héritage familial. Il fit une pause. Il a aussi dit que je n'arriverais jamais à rien ici, que j'échouerais et reviendrais en rampant. Clairement, il avait tort. Il ne le sait pas. Il n'est pas venu ici depuis 6 ans. Samuel posa le télégramme. La dernière fois que je l'ai vu, c'était aux funérailles de Catherine. Il m'a dit que je devrais donner Lily à Victoria et recommencer quelque part de civilisé. L'instinct protecteur de Clara s'enflamma. « Et vous ne l'avez pas frappé? » « Je voulais. » Un fantôme de sourire. « La mère de Catherine m'a retenu. Eh bien, je ne vous retiendrai pas s'il dit quelque chose comme ça cette fois. » Samuel la regarda surpris. Puis il ria, un vrai rire, plein et chaud. « Dieu, Clara, que ferais-je sans vous? » M'effondrer. Probablement. William Garrett arriva dans une calèche privée qu'il avait fait expédier de Virginie spécifiquement pour l'occasion. Il était plus grand que Samuel, plus mince, avec les mêmes yeux gris, mais aucune chaleur. Il regarda le ranch comme si c'était quelque chose de désagréable dans lequel il avait marché. « Samuel, c'est rustique, c'est la maison. » Le regard de William atterrit sur Clara, et voici sans doute la femme dont j'ai tant entendu parler. Clara Garrett, elle tendit la main. « Ravi de vous rencontrer. » William la serra brièvement, comme s'il avait peur d'attraper quelque chose. Charmé, j'en suis sûr. Lily se cacha derrière les jupes de Clara, regardant son oncle avec des yeux méfiants. William la regarda à peine. « Où est ma chambre? J'ai besoin de me rafraîchir après ce voyage épouvantable. » La mâchoire de Clara se serra, mais elle garda sa voix plaisante. « Je vais vous montrer. » Elle conduisit William à la chambre d'amis, la plus belle de la maison. Il regarda autour de lui avec une déception non dissimulée. « Je suppose que cela fera l'affaire. Je suis sûr que oui. »
Clara se tourna pour partir. Madame Garrett, elle s'arrêta. Oui, je ne sais pas à quel jeu vous jouez ici, mais je devrais vous avertir. Je suis au courant de vos antécédents. Une blanchisseuse du Kansas avec une famille déshonorée. La voix de William dégoulinait de mépris. Samuel a peut-être été assez fou pour vous épouser, mais ne pensez pas que cela fait de vous l'une des nôtres. Clara se tourna lentement. Elle regarda William Garrett, son costume coûteux, son expression supérieure, sa certitude absolue qu'il valait mieux que tout le monde autour de lui. Et elle sourit. Monsieur Garrett, laissez-moi être très clair. Je ne veux pas être l'une des vôtres. Je veux être l'une des nôtres. Cette famille, ce ranch, cette vie que nous construisons. Elle s'approcha. Votre frère est un homme bon. Votre nièce est une enfant merveilleuse. Et je les protégerai tous les deux de quiconque les menace, y compris vous. Le visage de William rougit. Comment osez-vous? Le dîner est à 6 heures. Ne soyez pas en retard. Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre. Le dîner fut un champ de bataille. William domina la conversation, parlant de la Société de Virginie, des entreprises commerciales et des relations politiques. Il citait constamment des noms et s'assurait que tout le monde sache à quel point il avait réussi. Clara regarda Samuel devenir plus silencieux à chaque minute qui passait. Ses épaules voûtées, ses yeux ternis. Il ressemblait à l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois, fermé, défensif, petit. Elle ne pouvait pas le supporter. Monsieur Garrett, interrompit Clara doucement, vous avez mentionné vos investissements ferroviaires. Comment se compare-t-il au contrat de bois de Samuel? William cligna des yeux. Je vous demande pardon. Les contrats de bois avec le gouvernement territorial. L'opération de Samuel fournit du bois pour 3 lignes ferroviaires majeures. Clara sourit innocemment. Vous étiez sûrement au courant de cela. La tête de Samuel se releva. La bouche de William s'ouvrit et se ferma. Je n'étais pas au courant des détails. Les détails sont assez impressionnants. L'opération de Samuel est l'une des plus grandes du territoire. Il emploie plus de 50 hommes toute l'année, fournit des logements à leurs familles et n'a jamais manqué une date limite de livraison. Clara prit une gorgée d'eau. Quelle a été votre dernière réalisation commerciale majeure, Monsieur Garrett? La table devint silencieuse. Le visage de William était violet. Je ne pense pas, Clara. La voix de Samuel était calme, mais il y avait quelque chose de nouveau dedans. De la fierté. C'est assez. Leste, elle le regarda fixement. Je fais juste la conversation. Lily gloussa. Cela brisa la tension comme le soleil à travers les nuages. J'aime les conversations de Clara, annonça la petite fille. Elles sont excitantes. Même Maggie ria à cela. William partit 2 jours plus tard. Il avait prévu de rester 1 semaine, mais quelque chose l'avait clairement fait changer d'avis. À la porte, il se tourna vers Samuel. Tu as changé, mon frère. Vraiment? Tu avais l'habitude de laisser les gens te bousculer, de les laisser te dire quoi faire, qui être. Les yeux de William filèrent vers Clara. Maintenant, tu ripostes. J'ai appris de la meilleure. William hocha lentement la tête. Ce n'était pas exactement de l'approbation, mais c'était proche. Prends soin de toi, Samuel, et de cette femme à toi. Il fit une pause. Elle est terrifiante. Je sais. William monta dans sa calèche ridicule et s'éloigna. Clara vint se tenir à côté de Samuel, regardant jusqu'à ce que la calèche disparaisse derrière la colline. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit Samuel doucement. Faire quoi? Me défendre, mener mes batailles. Clara se tourna pour lui faire face. Je n'ai pas mené vos batailles. J'ai rappelé à tout le monde ce que vous avez construit. C'est différent. Laisse, oui. Elle déprise sa main. Vous avez passé tellement de temps à être invisible, Samuel, à cacher qui vous êtes, ce que vous avez accompli. Mais je vous vois. Lily vous voit. Toute ce range vous voit. Elle serra ses doigts. Peut-être est-il temps que vous commenciez à vous voir aussi. Samuel la fixa. Quelque chose changea dans son expression. Un mur tombant, une porte s'ouvrant. Clara, oui, je pense que je tombe amoureux de vous. Les mots flottèrent dans l'air entre eux. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Seulement penser? Je sais. Sa voix se brisa. Je sais que je le suis. Je le sais depuis des semaines. J'avais peur de le dire. Peur que vous partiez. Peur de vous perdre comme j'ai perdu. Je ne vais nulle part, Clara s'approcha. Je ne suis pas Catherine. Je ne me briserai pas. Je ne disparaîtrai pas. Elle toucha son visage de la même manière qu'il avait touché le sien cette nuit-là dans le couloir. Je suis là.
Je reste. Et je vous aime aussi. Vraiment, vraiment. Il l'embrassa. Ce n'était pas leur premier baiser. C'était au mariage. Maladroit et formel, mais c'était différent. C'était réel. C'était deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente, qui s'étaient battues ensemble, avaient grandi ensemble, et avaient finalement admis ce qui se construisait entre elles depuis le début. Quand ils se séparèrent, Clara était à bout de souffle. Eh bien, parvint-elle à dire. C'était « Papa a embrassé Clara ». Ils se retournèrent. Lily se tenait dans l'encadrement de la porte, ses yeux écarquillés et ravis. « Est-ce que ça veut dire que vous vous aimez maintenant? » « Pour de vrai. » Samuel ria. Il souleva Lily d'un bras et tira Clara contre lui de l'autre. « Oui, ma chérie, pour de vrai. » Lily rayonna. « Bien, parce que j'ai déjà dit à tout le monde à l'église que Clara était ma maman pour toujours. Ce serait embarrassant si j'avais tort. » Clara ria jusqu'à ce que les larmes coulent sur son visage. Cette famille étrange et belle dans laquelle elle était tombée. Cette vie qu'elle n'avait jamais osé rêver. Elle était à elle maintenant, vraiment, véritablement à elle. Out apporta la chaleur et le dur labeur. Clara se jeta dans la vie du ranch avec une nouvelle énergie. Elle sortait à cheval avec les ouvriers, apprenant les limites de leur terre. Elle visitait les familles qui vivaient à proximité, apportant de la nourriture, des médicaments et de la compagnie. Elle commença une petite école dans la grange, enseignant la lecture et les chiffres aux enfants qui n'avaient jamais eu la chance d'apprendre. La nouvelle se répandit. Les gens commencèrent à l'appeler la Dame de la Montagne avec respect au lieu de suspicion. Un après-midi, Madame Crawford de la Société des femmes apparut au ranch. Clara avait les coudes dans la pâte à pain quand Maggie arriva en courant. « Clara, il y a une dame chic ici pour te voir. » Clara essuya ses mains et alla à la porte. Eleanor Crawford se tenait sur le porche, semblant incongrue dans ses vêtements de ville contre le décor brut. « Madame Crawford, c'est inattendu. J'imagine que ça l'est. » La femme plus âgée sourit. « Puis-je entrer? » Elles s'assirent dans le salon en buvant du thé comme des dames civilisées. Clara attendait que le couperet tombe. « Vous vous demandez pourquoi je suis ici. La pensée m'a traversé l'esprit. » Madame Crawford posa sa tasse. « Je suis venue m'excuser. » Clara cligna des yeux. « De quoi? D'être restée là pendant que Victoria Ashworth essayait de vous détruire. De ne pas avoir parlé plus tôt. » La voix de Madame Crawford s'adoucit. « Je vous ai apprécié dès le moment où vous êtes entré dans cette réunion, mais j'étais trop lâche pour faire plus que des blagues. J'aurais dû vous défendre correctement. Vous m'avez défendu. Ce premier commentaire n'était pas suffisant. » Madame Crawford secoua la tête. « J'ai passé toute ma vie à jouer la sécurité, Madame Garrett, à rester silencieuse quand j'aurais dû parler, à laisser des brutes comme Victoria faire ce qu'elle voulait parce que c'était plus facile. » Elle croisa le regard de Clara. « Mais en vous regardant, vous avez changé quelque chose en moi. Vous vous êtes défendu quand vous n'aviez rien. J'ai tout et je ne pouvais même pas faire ça. » Clara ne savait pas quoi dire. « Je veux t'aider. » Madame Crawford continua. « L'école que vous avez commencée, j'aimerais contribuer. Des livres, des fournitures, un bâtiment approprié éventuellement. » Elle fit une pause, « Si vous voulez bien de moi. » Clara réfléchit à cela, à la fierté et au pragmatisme, à ce qui était le mieux pour les enfants qui avaient enfin une chance d'apprendre. « Nous serions reconnaissants pour toute aide. » Le visage de Madame Crawford s'illumina. « Merveilleux. Je ferai envoyer des fournitures la semaine prochaine. » Elle se leva, puis hésita. « Madame Garrett, Clara, vous avez fait quelque chose de remarquable ici. J'espère que vous le savez. J'ai juste fait ce qui devait être fait. C'est exactement ce que je veux dire. » Après son départ, Samuel trouva Clara toujours assise dans le salon, fixant le vide. « J'ai entendu dire que nous avons une bienfaitrice, apparemment. » Il s'assit à côté d'elle. « Vous allez bien? » Clara réfléchit à la question, à tout ce qui avait mené à ce moment. La pauvreté, la peur, le marché désespéré qu'elle avait fait avec un étranger. « Je vais mieux que bien. » Elle le regarda. « Je suis heureuse. Vraiment heureuse. Pour la première fois depuis que je suis enfant. » Samuel prit sa main. « Moi aussi. Ça me fait un peu peur. Pourquoi? Parce que les choses heureuses ont tendance à finir dans mon expérience. Peut-être est-il temps pour de nouvelles expériences. » Clara s'appuya contre son épaule. « Peut-être que oui. » Septembre arriva avec les premiers indices de l'automne.
L'anniversaire du mariage de Clara et Samuel approchait sans fanfare. Aucun d'eux ne le mentionna, tous deux incertains de la façon de marquer une union qui avait commencé comme une transaction commerciale. Mais Lily s'en souvint. Papa, nous devons faire une fête. Samuel leva les yeux de sa paperasse. Une fête pourquoi? Pour ton anniversaire et celui de Clara. Le visage de Lily était sérieux. Les gens mariés ont des fêtes d'anniversaire. Je l'ai lu dans un livre. Tu as lu sur les fêtes d'anniversaire. Clara m'a appris à mieux lire. Maintenant, je lis tout. Samuel jeta un coup d'œil à Clara, qui essayait très fort de ne pas rire. Quel genre de fête avais-tu en tête? Lily produisit un morceau de papier froissé couvert d'une écriture enfantine. J'ai fait une liste. Nous avons besoin de gâteaux, de décorations, de musique, de tous nos amis et de cadeaux. C'est toute une liste. C'est un anniversaire important. Lily croisa les bras. Clara nous a sauvés. Nous devrions célébrer. La gorge de Clara se serra. Ma chérie, je n'ai sauvé personne. Si, tu l'as fait, la voix de Lily était féroce. Papa était triste tout le temps avant que tu viennes. Maintenant, il sourit. Et j'avais peur, mais maintenant, non. Elle regarda Clara avec ses yeux gris clairs. Tu nous as sauvés, tous les deux. Clara ne pouvait pas parler. Samuel chercha sa main. D'accord, Lily, nous ferons une fête. Une grande, la plus grande. Lily couina de joie et courut le dire à Maggie. Clara essuya ses yeux, riant et pleurant en même temps. Cet enfant a raison. Samuel l'attira contre lui. Vous nous avez sauvés. Vous m'avez sauvé. Je me noyais avant que vous ne veniez et je ne le savais même pas. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Alors nous célébrerons cela. La fête n'était pas grande selon les normes de la société, mais elle était parfaite selon les leurs. Les ouvrières du ranch vinrent avec leur famille. Le docteur Harrison apporta son violon. Madame Crawford arriva avec plus de nourriture que quiconque ne pouvait manger. Même Hank Morrison dans sa malle, mais avec enthousiasme. Clara portait sa robe verte. Samuel portait le costume dans lequel il l'avait épousée. Lily portait une nouvelle robe qu'elle avait aidé Maggie à coudre, couverte de rubans qu'elle avait choisis elle-même. Alors que le soleil se couchait et que la musique jouait, Samuel entraîna Clara loin de la foule. Ils se tinrent sur le porche, regardant la terre qui était devenue leur foyer. Il y a un an, j'étais une étrangère qui frappait à votre porte. Il y a un an, j'étais un idiot qui a failli laisser la peur m'empêcher de dire oui. Clara se tourna pour lui faire face. Pas de regret, pas un seul. Il toucha son visage. Le geste familier maintenant. Aimer. Clara pensa à son ancienne vie. La pauvreté, l'épuisement, la lutte sans fin juste pour survivre. Elle pensa à la fille désespérée qui avait échangé son avenir contre une chance de sécurité. Cette fille était partie. Maintenant, à sa place se tenait une femme qui avait trouvé l'amour, une famille et un but dans l'endroit le plus inattendu. Pas un seul. Ils s'embrassèrent alors que les étoiles sortaient, alors que leur famille célébrait autour d'eux, alors que les montagnes veillaient sur la vallée qu'ils appelaient maison. Plus tard, quand les invités furent en partie et que Lily fut endormie, Clara s'assit à son bureau et écrivit dans le journal qu'elle avait commencé à tenir. Aujourd'hui marque un an depuis que je suis devenue Clara Garrett. Un an depuis que j'ai fait un marché avec un étranger et trouvé quelque chose que je n'avais jamais osé espérer. Je suis venu ici pour survivre. Je suis resté pour vivre. Demain apportera de nouveaux défis, de nouvelles batailles, de nouvelles chances de prouver que l'amour construit sur le respect et le partenariat peut traverser n'importe quelle tempête. Mais ce soir, je suis simplement reconnaissante pour Samuel, pour Lily, pour Maggie, pour cette vie que je n'avais jamais imaginée et que je ne peux pas croire être la mienne. Je suis Clara May Garrett, épouse, mère, partenaire, combattante, et je suis chez moi. Elle ferma le journal et regarda par la fenêtre les montagnes au clair de lune. Quelque part là-bas, la fille qu'elle était courait encore, luttait Ingram, avait encore peur. Mais ici, maintenant, Clara avait arrêté de courir. Elle avait trouvé sa place, son peuple, son but. Et rien, ni la société, ni les ennemis, ni les fantômes du Dupseti, ne lui enlèveraient jamais ça à nouveau. 3 ans passèrent comme de l'eau entre les doigts. Clara se tenait à la fenêtre de la maison du ranch, regardant Lily faire la course à travers la cour avec son jeune frère Thomas sur ses talons. Le garçon avait 2 ans maintenant.
sauvage et têtu avec les cheveux noirs de Clara et les yeux gris de Samuel. Maman, Thomas ne veut pas partager. Thomas, partage avec ta sœur. Non. Clara sourit. Ce garçon avait hérité de son entêtement aussi. Maggie apparut à côté d'elle, café à la main. À 20 ans, elle était devenue une jeune femme confiante, travaillant à plein temps avec le docteur Harrison maintenant, parlant d'ouvrir sa propre clinique un jour. Tu rayonnes encore. Clara toucha son ventre. Enceinte de 4 mois de leur 3e enfant. Suis-je comme une lanterne? Maggie sourit. Samuel va s'évanouir quand tu lui diras que ce sont des jumeaux. Le docteur Harrison a dit, probablement des jumeaux, pas certainement. As-tu vu ta taille déjà? Clara ria. Merci pour ça. Je suis juste honnête. Maggie devint sérieuse. Clara, j'ai reçu une lettre aujourd'hui. Quelque chose dans son ton fit se tourner Clara. De qui? Roland, oncle Roland. Le sang de Clara se glaça. Elles n'avaient pas entendu parler de leur oncle depuis 3 ans. Après la bataille pour la garde, après la défaite de Victoria, il avait semblé s'effacer dans l'oubli. Que veut-il? De l'argent. Il est malade, apparemment mourant. La mâchoire de Maggie se serra. Il veut que je vienne le voir pour lui pardonner avant qu'il ne parte. Absolument pas. Je sais. Maggie plia la lettre soigneusement. Mais Clara, une partie de moi veut le faire, pas pour lui pardonner, juste pour le regarder dans les yeux et lui montrer ce que je suis devenu, malgré tout ce qu'il a fait. Clara comprenait cette impulsion. Elle l'avait ressentie elle-même de nombreuses fois. Que veux-tu faire? Je veux lui répondre, lui dire que je suis vivante, que je suis heureuse et que je ne lui dois rien. Les yeux de Maggie étaient brillants. Je veux qu'il sache qu'il ne m'a pas brisé. Clara tira sa sœur dans une étreinte. Alors fais-le. Montre-lui exactement qui tu es, qui nous sommes, corrigea Maggie. Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi. Tu aurais pu. Tu n'as juste pas eu à le faire. Ce soir-là, Clara parla de la lettre à Samuel. Ils s'assirent sur le porche en regardant le soleil sombrer derrière les montagnes. Thomas dormait. Lily était à l'intérieur en train de lire, dévorant les livres plus vite que Clara ne pouvait les fournir. Pensez-vous qu'il est vraiment mourant? Est-ce que ça compte? La voix de Clara était plus dure qu'elle ne le voulait. Cet homme a essayé de détruire Maggie. Il ne mérite pas son pardon. Non, il ne le mérite pas. Samuel prit sa main. Mais parfois, le pardon n'est pas à propos de ce que les gens méritent. C'est à propos de ce dont nous avons besoin de nous libérer. Clara réfléchit à cela, à la colère qu'elle avait portée si longtemps, la peur qui l'avait poussée à des choix désespérés. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Vous n'êtes pas obligé. Maggie n'est pas obligée. Samuel serra ses doigts, mais s'accrocher à la haine, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Où avez-vous entendu ça? Votre sœur, en fait, elle lit de la philosophie. Clara ria malgré elle. Bien sûr qu'elle le fait. Ils restèrent assis dans un silence confortable. Puis Samuel parla à nouveau. Il y a autre chose que je dois vous dire. Le cœur de Clara bégaya. Quoi? Le gouverneur territorial se retire. Il va y avoir une élection et ils veulent que je me présente. Clara se tourna pour le fixer. Gouverneur. Samuel, c'est fou. Je sais, j'allais dire incroyable. Il eut l'air surpris. Vous pensez que je devrais le faire? Je pense que vous avez passé 3 ans à construire quelque chose de remarquable ici. Des écoles, des pratiques de travail équitable, un élevage durable. Clara toucha son visage. Je pense que vous avez plus à donner si vous le voulez. Cela signifierait déménager à Cheyenne au moins une partie de l'année. Je sais. Cela signifierait un examen minutieux de la politique des gens fouillant dans notre passé. Je sais ça aussi. Samuel étudia son visage. Vous n'avez pas peur. Je suis terrifié. Clara sourit. Mais j'ai appris que la peur n'est pas une raison pour s'arrêter. C'est juste une raison d'être prudent. Clara Garrett se présentant comme première dame du territoire. Clara Garrett soutenant son mari dans tout ce qu'il choisit de faire. Elle fit une pause. Mais si vous gagnez, je veux une vraie baignoire dans le manoir du gouverneur avec de l'eau chaude courante. Samuel ria. Marché conclu. La campagne commença en octobre. Clara n'avait pas anticipé l'attention. Soudain, tout le monde voulait savoir sur la femme de l'éleveur, qui avait été blanchisseuse, qui avait affronté Victoria Ashworth, qui avait construit des écoles et aidé des familles à travers le territoire. Les journaux l'appelaient la Dame de la Montagne.
Certains le pensaient comme un compliment. D'autres non. Madame Garrett, est-il vrai que vous avez menacé une éminente mondaine de Boston? Clara fit face au journaliste avec un sourire calme. J'ai protégé ma famille. N'importe quelle mère ferait la même chose. Mais les méthodes que vous avez utilisées étaient efficaces. La voix de Clara se durcit légèrement. Je ne m'excuse pas d'avoir protégé une enfant de quelqu'un qui l'aurait utilisée comme un pion. Le journaliste griffonna furieusement. Clara pouvait déjà imaginer le titre. La femme du gouverneur admet l'intimidation. Elle s'en fichait. L'adversaire de Samuel était un homme nommé Howard Prescott, riche, connecté, soutenu par des intérêts miniers qui voulaient dépouiller les montagnes. Il menait une campagne bâtie sur des promesses de progrès et de prospérité. Clara vit clair en lui immédiatement. Il ment, dit-elle à Samuel après un événement de campagne. Ces contrats miniers qu'il promet, ils détruiront l'approvisionnement en eau pour la moitié du territoire. Je sais. Alors exposez-le. J'ai essayé. Personne ne me croit. Samuel frotta son visage épuisé. Prescott a les journaux dans sa poche. Chaque fois que je soulève des inquiétudes, il l'enterre. Clara réfléchit un instant. Et si nous n'avions pas besoin des journaux? Que voulez-vous dire? La société des femmes, les femmes des éleveurs, les familles que nous avons aidées au fil des ans. L'esprit de Clara s'emballa. Elles se parlent, elles partagent des informations. Si nous pouvons leur faire parvenir la vérité, elles la répandront plus vite que n'importe quel journal. Vous voulez mener une campagne de l'ombre? Je veux dire la vérité aux gens qui écouteront. Clara croisa son regard. Laissez-moi gérer ça. Samuel hésita, puis hocha la tête. Je vous fais confiance. Clara s'organisa comme elle ne s'était jamais organisée auparavant. Elle voyagea à travers le territoire parlant à des groupes de femmes, des rassemblements d'églises, des cercles de courte pointe. Elle apporta des faits, des chiffres et des preuves de ce que les contrats miniers de Prescott signifieraient vraiment. Votre eau deviendra brune, vos enfants tomberont malades, vos terres deviendront sans valeur. La voix de Clara porta à travers la salle de l'église de Cedar Crossing. Howard Prescott ne se soucie pas de vos familles. Il se soucie de ses investisseurs. Comment savons-nous que vous dites la vérité? Une femme cria. Parce que je suis l'une des vôtres. Clara s'avança. Il y a 3 ans, je frottais les vêtements des autres pour survivre. Je sais ce que c'est que de n'avoir rien. Je sais ce que c'est que de se battre pour chaque miette. Elle fit une pause. Je sais aussi ce que c'est que d'avoir des gens puissants qui essaient de tout vous prendre. J'ai gagné ce combat. Aidez-moi à gagner celui-ci. La salle était silencieuse. Puis lentement, des femmes commencèrent à hocher la tête. La nouvelle se répandit. La vérité se répandit. Et les chiffres de Prescott commencèrent à chuter. Une semaine avant l'élection, Clara reçut une visite inattendue. Elle était dans la cuisine de ranch quand Hank apparut dans l'encadrement de la porte, le visage grave. « Madame, il y a quelqu'un ici pour vous voir. »« Qui? » Elle dit que son nom est Victoria Ashworth. Le sang de Clara se changea en glace. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis 3 ans, n'y avait pas pensé si elle pouvait l'éviter. Où est-elle? Au salon. Je ne voulais pas la laisser entrer, mais elle a dit que c'était urgent. A dit que vous voudriez entendre ce qu'elle a à dire. Clara essuya ses mains lentement. Reste prêt, Hank, juste au cas où. Oui, madame. Victoria semblait différente, plus vieille, plus mince. Les vêtements coûteux étaient toujours là, mais ils pendaient sur sa silhouette comme des costumes. Ses yeux avaient perdu leur cruauté tranchante, remplacée par quelque chose que Clara n'avait jamais vu en eux auparavant. La peur. Madame Garrett, merci de me recevoir. Je ne l'ai presque pas fait. Clara resta debout. Que voulez-vous? Vous avertir. La voix de Victoria était rauque. Howard Prescott. Vous devez savoir qui vous combattez vraiment. Les yeux de Clara se plissèrent. Je sais exactement qui je combats. Non, vous ne savez pas. Victoria se pencha en avant. Prescott n'est pas juste un politicien. Il est connecté à des gens qui font disparaître les problèmes. Des gens qui... Elle s'arrêta, déglutie. Des gens comme ceux que je connaissais. Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'ils viennent après vous spécifiquement. Les mains de Victoria tremblaient. Il est au courant des preuves que vous avez répandues. Il sait que vous êtes la raison pour laquelle sa campagne échoue, et il ne va pas laisser passer ça. Clara sentit le froid se répandre dans sa poitrine.
Quel genre de menace? Le genre permanent. Le silence s'étira entre elles. Clara étudia le visage de Victoria, cherchant le mensonge, la manipulation. Elle ne le trouva pas. Pourquoi m'avertir? Vous me haïssez, je vous haïssais. La voix de Victoria se brisa. Mais j'ai eu 3 ans pour réfléchir à ce que j'ai fait, à ce que je suis devenu. Elle baissa les yeux sur ses mains. J'étais tellement concentré sur le pouvoir, sur le contrôle, que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. La famille, l'amour, les choses que j'ai détruites en essayant d'obtenir ce que je pensais vouloir. Vous avez essayé de prendre ma fille. Je sais et je passerai le reste de ma vie à le regretter. Victoria croisa le regard de Clara. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux essayer d'empêcher quelqu'un d'autre de faire les mêmes erreurs. Prescott est pire que je ne l'ai jamais été. Il ne s'arrêtera pas à l'intimidation. Il détruira quiconque se met en travers de son chemin. L'esprit de Clara s'emballa. Avez-vous des preuves? Pas assez pour un tribunal, mais j'ai des noms, des dates, des choses que j'ai apprises quand je faisais encore partie de ce monde. Victoria plongea la main dans son sac et produisit un dossier. Tout ce que je sais est là-dedans. Utilisez-le comme vous en avez besoin. Clara prit le dossier. Il était lourd de papiers, de documents, de photographies. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Vous ne devriez pas, Victoria se leva. Mais posez-vous cette question. Viendrais-je ici m'humilier devant la femme qui m'a détruite si je ne disais pas la vérité? C'était un point juste, Victoria. Clara parla alors que la femme plus âgée atteignait la porte. Qu'est-il arrivé à vous après votre départ? Victoria s'arrêta. Ses épaules s'affaissèrent. J'ai tout perdu. Ma réputation, mon argent, mes relations. Elle se tourna légèrement. J'ai passé 1 an à boire jusqu'à en mourir. Puis je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé que je ne voulais pas mourir. Je voulais vivre différemment. Et maintenant je suis bénévole dans un hôpital à Denver. J'aide des femmes qui n'ont nulle part où aller. Un fantôme de sourire traversa son visage. Ça ne compense pas ce que j'ai fait. Rien ne le fera jamais, mais c'est quelque chose. Elle partit sans un autre mot. Clara resta seule dans le salon, le dossier de Victoria dans ses mains, son cœur battant de peur et d'autres choses. D'espoir peut-être. L'espoir que même les pires personnes pouvaient changer. La réaction de Samuel au dossier fut immédiate. Nous devons apporter ça aux autorités. Quelles autorités? Prescott en a la moitié dans sa poche. Alors le maréchal fédéral, quelqu'un en dehors de son influence. Clara hocha la tête. J'irai à Cheyenne demain. Parlez au maréchal Thompson directement. Je viens avec vous. Non, vous devez rester ici. Continuez à faire campagne. Si Prescott nous voit partir tous les deux, il saura que quelque chose ne va pas. La mâchoire de Samuel se serra. Je n'aime pas que vous y alliez seul. Je ne serai pas seul. J'emmènerai Hank. Clara toucha son visage. Faites-moi confiance, j'ai survécu à pire que Howard Prescott. C'est ce qui m'inquiète. Le trajet jusqu'à Cheyenne prit 2 jours. Clara et Hank voyagèrent vite, ne s'arrêtant que lorsque c'était absolument nécessaire. Le dossier restait caché dans la sacoche de celle de Clara, son contenu brûlant dans son esprit. Nom, date, preuve de poste-devant, menaces et 2 morts suspectes liées aux affaires de Prescott. Si c'était réel, cela le détruirait. Ils atteignirent Cheyenne au crépuscule. Le bureau du maréchal Thompson était encore allumé, et Clara sentit le soulagement l'envahir. Madame Garrett, Thompson se leva quand elle entra, surpris. Je ne m'attendais pas à vous. Je ne m'attendais pas à être ici. Clara posa le dossier sur son bureau. Mais je pense que vous devez voir ça. Thompson ouvrit le dossier. Son expression passa de la confusion au choc, puis à quelque chose de plus dur. Où avez-vous eu ça? Une source qui souhaite rester anonyme. Si c'est réel, Thompson leva les yeux. Madame Garrett, comprenez-vous ce que vous m'avez apporté? La preuve que Howard Prescott a soudoyé des fonctionnaires, menacé des opposants et peut-être ordonné des meurtres. Oui, la voix de Thompson était grave. Et des preuves qui pourraient vous faire tuer si les mauvaises personnes découvrent que vous les avez. Je sais. Thompson l'étudia un long moment. Vous êtes soit très courageuse, soit très folle. On m'a appelé les deux. Très bien. Thompson ferma le dossier. Je dois vérifier cela. Contacter des enquêteurs fédéraux. Ça va prendre du temps. Combien de temps? Plus que nous n'en avons avant l'élection. Le cœur de Clara sombra. Donc Prescott gagne. Pas nécessairement.
Thompson se pencha en avant. Si je peux confirmer même la moitié de ça, je peux l'arrêter. Mais j'ai besoin de quelque chose de plus immédiat, quelque chose qui prouve qu'il est une menace actuelle. Clara pensa à l'avertissement de Victoria, le genre permanent. Et si je pouvais l'amener à faire cette menace directement, j'aurais besoin de témoins, de documentation. Alors je l'obtiendrai. Les sourcils de Thompson se levèrent. Madame Garrett, je ne peux pas vous demander de vous mettre en danger. Vous ne demandez pas. J'offre. Clara se leva. Organisez une réunion. Rendez-la assez publique pour que Prescott se sente en sécurité. Je ferai le reste. C'est insensé. Laisser un meurtrier devenir gouverneur l'est aussi. Thompson la fixa. Puis lentement, il hocha la tête. J'arrangerai ça après-demain, mais Madame Garrett, si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. Clara espérait qu'elle avait raison. La réunion fut organisée au Grand Hôtel de Cheyenne. Clara portait sa robe verte, son armure maintenant, le symbole de tout ce qu'elle était devenue. Elle entra seule dans le restaurant, son cœur battant la chamade, son visage calme. Prescott était déjà là. Il était plus petit qu'elle ne l'avait prévu, avec des cheveux soignés et des yeux froids qui lui rappelaient un serpent. Madame Garrett, quelle agréable surprise. Monsieur Prescott. Clara s'assit en face de lui. Merci de me rencontrer. Quand la femme de l'adversaire demande une conversation privée, comment pourrais-je refuser? Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Que puis-je faire pour vous? Je veux faire un marché. Les sourcils de Prescott se levèrent. Un marché? Je sais que vous allez gagner cette élection. Les chiffres vous favorisent. Clara garda sa voix stable. Je suis une femme pratique, Monsieur Prescott. Je préférerais être du côté des gagnants. Et qu'offririez-vous en échange d'être du côté des gagnants? Des informations sur la campagne de mon mari, ses faiblesses, ses plans. Clara se pencha en avant. Je peux aussi empêcher le réseau des femmes de répandre des informations sur vos contrats miniers. Tout ce que je veux en retour, c'est l'assurance que ma famille sera laissée tranquille. Prescott l'étudia. Le silence s'étira. Vous trahiriez votre mari. Je protège mes enfants. Il y a une différence. Quelque chose vacilla dans les yeux de Prescott. Intérêt. Calcul. Je dois dire, Madame Garrett, je suis surpris. Votre réputation suggérait que vous étiez loyale. La loyauté ne nourrit pas les enfants. La sécurité, si. Clara déglutit difficilement, le mensonge amer sur sa langue. J'ai entendu des choses, Monsieur Prescott, sur ce qui arrive aux gens qui s'opposent à vous. Je ne veux pas être l'une de ces personnes. Prescott se recula. Son sourire devint authentique et terrifiant. Femme intelligente, je pourrais utiliser quelqu'un comme vous. Il baissa la voix. Oui, j'ai déjà réglé des problèmes auparavant, de façon permanente quand c'était nécessaire. Votre mari ne vaut pas ce genre d'effort, mais vous, il fit une pause. Vous avez été plus gênante que prévu. Alors nous avons un accord, nous pourrions. Prescott plongea la main dans son manteau. Clara se tendit, mais il ne sortit qu'une carte de visite. Appelez ce numéro demain. Nous discuterons des conditions. Merci, Monsieur Prescott. Appelez-moi Howard. Ses yeux brillèrent. Après tout, nous allons être alliés. Clara sourit à travers sa nausée. Bien sûr, Howard. Elle sortit du restaurant sur des jambes tremblantes. Hank attendait dans le hall, le visage pâle. L'avez-vous eu? Clara toucha le petit appareil d'enregistrement caché dans sa robe. Une nouvelle invention que le Dr. Harrison avait obtenue d'un ami à Denver. Je l'ai eu. L'arrestation eut lieu 2 jours avant l'élection. Des maréchaux fédéraux descendirent au quartier général de campagne de Prescott avec des mandats et des armes. L'enregistrement fut joué pour un juge avec la documentation de Victoria et le témoignage de 3 témoins qui avaient eu trop peur de parler avant. Howard Prescott fut emmené menotté, le visage tordu par la rage. « Vous !» Il repéra Clara dans la foule et se jeta vers elle, retenu par les maréchaux. « Vous avez fait ça. Vous paierez pour ça. Espèce de sans-valeur, ce... Monsieur Prescott. » La voix de Clara trancha ses divagations. « Je suis beaucoup de choses, mais sans valeur n'en est pas une. » Elle se tourna et s'éloigna. Samuel attendait au bord de la foule. Il la tira dans ses bras sans parler, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « J'aurais pu vous perdre. Mais vous ne m'avez pas perdu, Clara. » Sa voix était rauque. « Ne refaites jamais ça. Je ne peux pas promettre ça. » Il se recula pour regarder son visage. « Pourquoi pas? Parce que si quelqu'un menace ma famille, je me battrai à chaque fois. » Elle toucha sa joue.
C'est qui je suis, c'est qui vous avez épousé. Samuel resta silencieux un moment. Puis il ria, un vrai rire plein de soulagement et d'amour, et de quelque chose comme de l'émerveillement. Que Dieu aide quiconque croise Clara Garrett. Amen à ça. Samuel remporta l'élection avec une victoire écrasante. L'inauguration eut lieu en janvier, un jour froid et lumineux qui ressemblait à un nouveau départ. Clara se tenait à côté de son mari sur les marches du Capitole territorial. Lily d'un côté, Thomas de l'autre, Maggie derrière eux, avec des larmes coulant sur son visage. Jurez-vous solennellement, Samuel James Garrett, d'exécuter fidèlement la fonction de gouverneur territorial? Clara entendit à peine les mots. Elle pensait au voyage qui les avait amenés ici, au marché désespéré dans une ville poussiéreuse, à l'étranger qu'elle avait épousé pour sauver sa sœur, à la famille qu'ils avaient construite à partir de morceaux brisés et d'un espoir têtu. Que Dieu vous vienne en aide, je le jure. La foule explosa en acclamations. Samuel se tourna vers Clara, ses yeux brillants d'émotion. Nous l'avons fait. Vous l'avez fait. Non. Il prit sa main, la porta à ses lèvres. Nous, ensemble, toujours. Cette nuit-là, il y eut un bal au manoir du gouverneur. Clara portait une nouvelle robe, bleu profond cette fois, avec des broderies argentées qui accrochaient la lumière quand elle bougeait. Elle dansa avec Samuel, avec Hank Morrison, qui lui marcha sur les pieds 2 fois, avec le Dr. Harrison, qui raconta des blagues terribles, avec le maréchal Thompson, qui ne pouvait toujours pas croire qu'elle avait réussi le coup monté contre Prescott. Et puis, juste avant minuit, un visage familier apparut au bord de la foule. Victoria Ashworth. Clara s'excusa et s'approcha. Victoria semblait différente, en meilleure santé, plus calme. Ses yeux contenaient quelque chose que Clara n'avait jamais vu en eux auparavant. La paix. Vous êtes venu. Je n'étais pas sûr de devoir. Victoria jeta un coup d'œil autour de la salle de bal étincelante. Ce n'est plus mon monde. Cela pourrait l'être si vous le vouliez. Victoria secoua la tête. Non, je suis mieux où je suis, à aider les gens au lieu de les blesser. Elle croisa le regard de Clara. Je voulais vous féliciter et vous remercier. Me remercier de quoi? De m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. La voix de Victoria s'adoucit. Quand vous m'avez battu il y a 3 ans, je pensais que ma vie était finie. Il s'avère qu'elle ne faisait que commencer. Clara ne savait pas quoi dire. Il y a 3 ans, cette femme avait été son ennemie. Maintenant, elle se tenait devant elle, transformée, offrant de la gratitude au lieu de menaces. Victoria, je suis heureuse que vous ayez trouvé votre chemin. Moi aussi. Victoria se redressa. Prenez soin de cette famille à vous, Clara. Ils ont de la chance de vous avoir. Je sais. Victoria ria, un son authentique, libre de malice. Vous êtes insupportable. Vous le savez. On me l'a dit. Elles partagèrent un sourire. 2 femmes qui s'étaient combattues et avaient fini par se retrouver du même côté. Puis Victoria disparut dans la foule et Clara retourna vers son mari. Qui était-ce? Demanda Samuel. Quelqu'un qui était mon ennemi. Et maintenant? Clara réfléchit à cela. Maintenant, c'est juste quelqu'un qui essaie de faire mieux, comme nous tous. Samuel l'attira contre lui alors que la musique enflait autour d'eux. Je vous aime, Clara Garrett. Je vous aime aussi, Samuel Garrett. Des regrets? Clara réfléchit à la question, à tout ce qu'elle avait survécu pour arriver ici. La pauvreté, la peur, les choix désespérés, les batailles gagnées et les cicatrices qu'elles avaient laissées derrière elles. Pas une seule, dit-elle, et elle le pensait. 5 ans plus tard, Clara se tenait sur le porche de leur maison de ranch, leur vraie maison, où ils revenaient chaque été pour se souvenir d'où ils étaient partis. Lily avait 14 ans maintenant, brillante et féroce, parlant de devenir avocate. Thomas avait 7 ans, toujours sauvage, toujours têtu. Les jumelles, Emily et Catherine, avaient 3 ans, identiques en apparence et complètement différentes en personnalité. Maggie dirigeait une clinique à Cheyenne, mariée à un homme bon qui la traitait comme une reine. Le docteur Harrison avait pris sa retraite, mais pas avant d'avoir tout appris à Maggie. Samuel en était à son 2e mandat de gouverneur, déjà mentionné comme un possible candidat au Congrès. Mais aujourd'hui, la politique pouvait attendre. Aujourd'hui était consacré à la famille. Maman. Emily arriva en courant, le visage taché de terre. Thomas a mis une grenouille dans ma botte. Thomas James Garrett.
C'était juste une petite grenouille. Clara soupira. Certaines choses ne changeaient jamais. Samuel arriva derrière elle en roulant ses bras autour de sa taille. Vous vous souvenez quand notre plus gros problème était Victoria Ashworth? Je me souviens quand notre plus gros problème était de survivre à la semaine. Et maintenant, notre plus gros problème est d'empêcher notre fils de terroriser ses sœurs avec la faune. Samuel ria. Je vais lui parler. Vous dites toujours ça. Et je le pense toujours. Il embrassa sa joue. Heureuse. Clara Yara regarda sa famille, la terre sur laquelle ils avaient construit leur vie, l'avenir s'étendant devant eux, plein de défis et de possibilités et d'amour. Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Des regrets? Elle se tourna dans ses bras, levant les yeux vers l'homme qu'elle avait épousé par désespoir et appris à aimer de tout son cœur. Pas un seul, dit-elle. Pas jamais. Et alors que le soleil se couchait sur les montagnes, peignant la vallée dans des nuances d'or et de rose, Clara Garrett serra son mari contre elle et sourit. Elle était venue dans le territoire du Wyoming avec rien d'autre que de la peur et de l'espoir. Elle avait tout trouvé. Un foyer, une famille, un amour qui l'avait transformée d'une blanchisseuse désespérée en la femme qu'elle était toujours censée être. Elle avait épousé un étranger pour sauver sa sœur. Elle avait découvert des secrets qui avaient tout changé. Elle avait mené des batailles qui semblaient impossibles à gagner. Et à travers tout cela, elle n'avait jamais cessé de croire qu'une vie meilleure était possible. Pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qu'elle aimait. Clara May Garrett, la dame de la montagne, la femme du gouverneur, la mère de 5 enfants, la femme qui s'était élevée de rien à tout. C'était son héritage. C'était sa vie. Et ce n'était que le début.